suis un passionné du Maroc. Je pense être quelqu'un de très patriote. Ce qui a continué de se passer dans le temps, tant que j'étais en France pendant la période de mes études, c'est je veux rentrer au Maroc pour faire de l'entrepreneuriat. Et si le mobile pouvait devenir un levier puissant pour transformer la distribution au Maroc? Smaïl Bergache est un entrepreneur marocain derrière une start-up dont vous avez sûrement entendu parler, Wafar. Serial entrepreneur, passé par Itch et Seedstars, il a toujours été animé par un même objectif, utiliser la technologie pour créer de l'impact à grande échelle. Dans cet épisode, il revient sur son parcours d'entrepreneur, sur les défis du retail et de la fintech, et il nous raconte tout ce qu'il a appris en construisant une start-up au Maroc. On est les seuls à avoir rassemblé un nombre d'épiciers qui est aussi grand que ce qu'il est aujourd'hui au Maroc. Il n'y a personne qui a fait ce qu'on a fait. Le but qu'on poursuit, c'est clairement celui de l'inclusion financière. C'est-à-dire qu'on pense que l'intégralité des Marocains arrête de transacter avec du cash et qu'ils utilisent un wallet. Le seul conseil que je donnerais, c'est... Ce chiffre m'étonne toujours. 90% d'entre vous qui écoutez ce podcast régulièrement n'êtes toujours pas abonnés à la chaîne. Donc une seule chose, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez ces podcasts et que vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne. Ça nous aide énormément. On va continuer à faire venir des invités super intéressants et à vous proposer des podcasts de qualité. Smaïl, bienvenue. Merci. Smaïl Bergache, super content vraiment de t'avoir sur le podcast. Plaisir partagé. Fondateur de Wafar. Juste avant le podcast, je te disais, est-ce qu'on dit Wafar, Wafar, Parce que j'ai entendu plusieurs noms. Et tu m'as dit, il n'y a aucun problème. Chacun le dit comme il veut. Chacun le dit comme il veut. Tu es un des entrepreneurs, tu es le fondateur d'une des très belles startups, je trouve, au Maroc. Et tu es entrepreneur depuis plus de 10 ans, je pense. Ouais. 10-12 ans. Enfin, entrepreneur depuis plus de 10 ans, mais j'ai eu, dans quelques moments du voyage, des positions en tant que salarié. Donc, Voilà, c'est ça. Tu as commencé depuis plus de 10 ans, je pense 12 ans, quelque chose comme ça. Mais avec à la fois de l'entrepreneuriat et aussi des positions de salarié. Mais voilà, tu as très bonne connaissance de l'écosystème startup, l'écosystème startup marocain. Donc voilà, aujourd'hui, tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours. Le but, c'est aussi d'apprendre un petit peu, que tu nous expliques ce que tu as vu, ce que tu as compris sur les startups au Maroc, comment monter une startup, les best practices un petit peu, le marché, comment il est, et de comprendre un petit peu ces entreprises-là que tu as lancées et où est-ce que tu en es aujourd'hui aussi avec Wafar. Avec grand plaisir. Si ça te va. Ça me va très bien. Écoute, magnifique. Est-ce que pour commencer, je peux te laisser te présenter? Avec plaisir, je m'appelle Smaïl, j'ai 39 ans. Je suis cofondateur donc, de Wafar. Avant Wafar, j'étais GM de Itch, donc la boîte de ride-hailing. GM, General Manager. Ouais. Ride-hailing, comment Uber. on dit Uber, quoi. Ouais. Voilà, Ouais. Uber. Voilà, ça a été une des expériences les plus significatives, principalement parce que j'ai adoré le faire. Et aussi parce que l'industrie a cette particularité d'être ultra formatrice du point de vue des skills pour faire une start-up. Et du point de vue des skills pour créer un network effect. Je pense qu'on sera amené à en reparler. Ouais. Avant ça, j'étais GM de Seedstars, c'est un fonds de capital risque et un venture builder. Avant ça, je faisais du produit dans une digital factory. Donc mon rôle, c'était de créer un produit, de faire que les gens se mettent à l'utiliser. Et avant ça encore, c'est il y a longtemps maintenant, c'était en 2014, j'ai fait ma première start-up avec un ami d'enfance. Et c'est une start-up qui avait bien fonctionné à l'époque. On avait eu plus de 100 000 utilisateurs quotidiens, actifs quotidiens. C'était une ad tech, une boîte qui avait pour vocation de faire de la publicité. Mais on a dû arrêter assez rapidement parce qu'il n'y avait pas encore d'environnement de capital risque à l'époque au Maroc. Et voilà, avant ça, école de commerce en France. Et dans quel contexte t'as grandi? Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui t'a intéressé depuis toujours? T'as directement monté une boîte, je crois, à la sortie de tes études, ou quasiment. Ouais. J'ai vu que tu étais passé par une entreprise en France, mais ensuite, tu as directement commencé à entreprendre. Tu as toujours voulu entreprendre? Alors, j'ai toujours voulu entreprendre, mais l'envie s'est amplifiée en école de commerce. En école de commerce, l'envie s'est amplifiée. Je me souviens qu'à un moment donné, il a fallu choisir un électif. Il y avait un électif entrepreneur, ça a été un no-brainer pour moi. C'était là qu'il fallait aller. Et une fois que j'ai été dedans, je suis tombé complètement amoureux parce que, en fait, à l'époque, même si aujourd'hui, tout le monde te dira que quand tu montes une start-up, c'est une très mauvaise pratique que de commencer à écrire un business plan. Ouais. Mais je me souviens qu'à l'époque, on nous avait appris à faire un business plan en école de commerce et j'avais trouvé ça magique.
J'avais trouvé ça absolument magique. Et en fait, je trouvais ça magique parce qu'en fait, ça rendait l'entrepreneuriat que je faisais pas encore, que je connaissais pas encore, beaucoup plus concret. Et donc, ça m'avait très largement poussé à aller dans cette direction. Et en parallèle de ça, on était un groupe d'amis. Donc, tu sais, quand on est en école de commerce en général, en particulier quand on est marocain en France, on a une clique de potes marocains. Et l'un des sujets qui revenait tout le temps, c'était l'entrepreneuriat. On faisait que parler de ça, on adorait parler de ça. Et donc, par une succession d'événements, c'est devenu quelque chose qui était juste une évidence. Et là, c'était quelle année à peu près, quand tu étais en école et que tu as commencé à t'intéresser à l'entrepreneuriat? 2008. 2008. Donc, 2008. les startups, c'était déjà un gros truc aux 2008. États-Unis, etc. Ouais. Mais en France, pas tant que ça. Rien. Il y avait quelques succès, je sais pas, dans les années 2000, Press Minister, peut-être, non, c'était un peu plus vieux que ça, mais je sais pas, il y a eu des grosses startups qui se sont lancées. Juste pour donner un contexte, 2008, je crois que c'est l'année où Blablacar commence un peu à exister. Voilà, ouais. Donc en fait, les succès, c'est Press Minister, Mythic, c'est ces boîtes-là qui étaient plutôt début des années 2000. C'est les boîtes de ce moment-là, c'est les boîtes de la legacy de la dot-com bubble. Ouais. Là, c'est toutes ces boîtes-là qui sont faites par des mecs qui ont levé de l'argent pendant la bulle du dot-com. Et quand la bulle du dot-com a explosé donc en 2000, en fait, il y a eu une vallée de la mort qui a duré jusqu'à à peu près ce moment-là, jusqu'à 2008. Ouais, donc à ce moment-là, créer une start-up, c'est pas le truc à la mode, comme on peut dire aujourd'hui, où c'est devenu je sors d'école d'ingénieur, de commerce, de quoi que tu fasses. C'est limite aujourd'hui, je pense, si tu dis à tes parents, je fais une start-up, ils se disent, bon, en fait, on en parle beaucoup, je vois beaucoup de gens faire ça. C'est devenu quelque chose de presque de plus en plus classique. À l'époque, le top du top, c'était d'aller chez McKinsey BCG ou en M&A. C'était la voie d'excellence, c'était vraiment ça. Et tu disais le cours était utile sur l'entrepreneuriat. Et j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est pas tant le contenu, mais c'est déjà juste le fait d'être exposé à ça. Parce que si c'est pas un univers qui est possible, tu peux même pas envisager de le faire. C'est très justement dit. C'est pas le contenu, c'était le contenant. Et c'était les personnes. Je me souviens qu'on avait eu un prof incroyable, qui était génial, qui nous a donné, enfin, qui avait la pédagogie pour te faire aimer la chose. Et donc, c'est exactement ça. En fait, le contenu a eu un effet de levier sur la volonté, parce qu'en fait, ça contribue à rendre les choses concrètes. Ouais. Et donc, en fait, tu te mettais sur Excel, tu commençais à mettre des chiffres dans des cases, etc. Ouais. Et donc, tu te disais, je suis champion du monde, et tu avais l'impression que tu pouvais conquérir l'univers. Mais la vérité, c'est que le driver, c'était le contenant. C'était l'énergie cinétique qui était créée du fait de cette démarche de faire un électif entrepreneur. Je te dis, OK, en fait, l'entrepreneuriat est une option. Ouais. Les startups, c'est quelque chose qui existe. Et juste ça t'ouvre tellement de possibilités qu'ensuite, tu trouveras probablement les réponses toi-même, mais au moins, tu te dis, ça existe. Exactement. OK, donc à ce moment-là, tu réfléchis sur le côté aussi avec des amis, à des idées de boîtes, etc. Déjà startup ou plus entrepreneuriat en général? À l'époque, la distinction n'existait pas vraiment. En tout cas, dans ma tête. La distinction n'existait pas. Aujourd'hui, si moi, tu me demandes de définir une startup... Ouais, c'est quoi la différence pour toi aujourd'hui? Pour moi, la différence fondamentale, c'est les rendements d'échelle exponentiels. C'est-à-dire que quand tu es Google, ton coût marginal, c'est le coût de serveur. Donc, si tu fais une requête, le coût marginal de la requête, c'est le coût de serveur. Si tu fais 1 milliard de requêtes, c'est le coût du serveur divisé par 1 milliard. Si tu es PricewaterhouseCoopers, tu as 300 000 personnes qui bossent dans le monde, il te faut une relation qui est quasi linéaire entre la quantité de clients et la quantité de consultants. Ton coût marginal, c'est-à-dire ton coût pour produire l'unité, si tu as 100 unités, l'unité 101e est plus faible que l'unité numéro 100, qui est plus faible que l'unité numéro 99. Exactement. Ok, une décroissance du coût de production, on va dire. Une décroissance. Alors, t'en as beaucoup qui diront oui, mais il y a des économies d'échelle même dans l'industrie, etc., ce qui est vrai. D'accord. Là, c'est exponentiel. Voilà. C'est-à-dire que non seulement tu as des coûts variables qui sont décroissants, mais en plus, tu as un rendement qui est exponentiel. C'est-à-dire que tu es capable d'aller chercher, avec un peu de marketing et quelques personnes dans un bureau, des milliers, des dizaines, des centaines, des millions de clients. Parce que souvent, la startup, elle est définie par la croissance. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, ce que tu dis, la croissance, c'est qu'une conséquence de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que c'est déjà être dans un business qui, structurellement, peut faire de l'hypercroissance. Ouais. Par ça, parce que s'il est limité par ses coûts qui augmentent à la même vitesse,
Et alors, par contre, une chose, à chaque fois que j'en débat, c'est il n'y a pas de match. Hein, c'est pas mieux de faire de la start-up que de l'entreprise ou de l'entreprise que de la start-up. C'est juste que, de mon point de vue, c'est différent. Je voulais vous parler de TapTapSend, un service dont on est très fier d'être partenaire. Quand on est MRE, on cherche toujours le moyen le plus simple, rapide et avantageux pour envoyer de l'argent au Maroc. Que ce soit pour soutenir nos proches, épargner ou investir. Si vous vivez en Europe, aux États-Unis, au Canada ou même aux Émirats, TapTapSend est la solution à connaître. Avec TapTapSend, vous pouvez transférer de l'argent instantanément vers tous les comptes bancaires marocains et même vers les agences Cash Plus ou Afacash. Ce qui m'a convaincu, c'est que les transferts bancaires sont gratuits et les taux proposés sont parmi les meilleurs du marché. Leur modèle repose sur une petite marge sur le taux de change, mais il veille à proposer un taux compétitif et transparent. Et en plus de ça, si vous êtes un nouvel utilisateur, vous recevez 15 € offerts pour un envoi depuis l'Europe et 25 $ si vous êtes aux États-Unis. Il vous suffit de télécharger l'application et d'utiliser le code NEXTWAVE au moment de l'inscription. Et donc à ce moment-là, c'est entrepreneuriat en général. C'est quoi le premier projet que tu as lancé dans ta vie ou la première boîte que tu as lancée? C'était une conciergerie. Donc, juste quand je suis rentré, c'était une conciergerie de luxe. Et en fait, ce qu'on cherchait à faire à l'époque, c'était de permettre, donc pas de donner aux high network individuals un service très premium, mais d'essayer de rentrer chez les entreprises qui ont des clients affluent market, donc par exemple les banques avec les cartes black, etc. Affluent market, ça veut dire c'est les clients les plus riches. Des gros clients, voilà, les gros clients. Qui sont plutôt riches, que ce soit des entreprises ou des particuliers, ou les deux? Enfin, les deux, mais davantage, on focusait davantage sur des entreprises. D'accord. Avec la volonté de faire un modèle qui était un peu assurantiel en disant à une entreprise, prends un abonnement pour tous tes clients. Mm-hmm. Plus tu as de clients, moi je vais te faire un coût unitaire pour l'abonnement qui est très bas. Et donc ensuite, n'importe lequel de tes clients pourra nous appeler, on va t'offrir un service en marque blanche, donc ils auront l'impression d'appeler un concierge qui appartient à ta société. Donc par exemple, le but c'est de leur dire, vous avez des gros clients, peut-être que vous faites des choses pour eux, mais pas tant que ça. Ouais. Nous, on va vous aider à leur proposer plein de services comme dans un hôtel. Voilà, exactement. Tu peux m'appeler pour booker un restaurant, enfin quoi que ce soit, on est d'accord, c'est ça. Exactement. Et ça te permet un peu de solidifier la relation. Et tu vois, je suis curieux de savoir comment tu as lancé ça, mais ce que tu as dit, c'est que ça, tu l'as lancé au Maroc. Ouais. Donc la première boîte que tu l'as lancée directement au Maroc. Ça, c'était quelque chose que tu avais en tête, tu voulais lancer directement une entreprise au Maroc et rentrer rapidement? Alors, pour la petite histoire, ça c'est un souvenir que j'ai dans la tête qui s'en va pas. J'ai une image de moi où le premier jour où j'arrive en France, où je rentre dans l'endroit où j'allais passer la première nuit en France et où je dépose ma valise. Dès que je suis rentré, donc il y avait mon père avec moi et mon père s'en est allé et j'étais tout seul, la pensée qui m'a traversé l'esprit à ce moment-là, c'est combien de jours il me reste avant les vacances de Noël pour rentrer au Maroc. Ouais. Et en fait, ce sentiment, j'ai passé 7 ans en France, il m'a jamais quitté pendant les 7 ans. Et il est venu se mixer avec, j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est ce qui a continué de se passer dans le temps, tant que j'étais en France pendant la période de mes études, c'est je veux rentrer au Maroc pour faire de l'entrepreneuriat. Donc ça répond. C'était complètement associé dans ta tête. Ouais. C'est-à-dire que tu te disais, je vais rentrer au Maroc et je vais faire un truc. Ouais, absolument. Okay. Et comment tu as eu l'idée de faire la conciergerie? C'est un modèle qui n'existait pas, je pense, au Maroc, mais qui existait peut-être à l'étranger. Tu l'as vu en Europe, aux États-Unis? C'est exactement ça. J'avais vu un player qui faisait ça en France. J'avais trouvé ça plutôt intelligent, sans me rendre compte que c'était extrêmement inadapté à l'environnement marocain. Pourquoi? Parce que inadapté à l'environnement marocain? À l'environnement marocain, ouais. Absolument. Principalement pour une raison. Parce qu'en fait, ce dont je ne me rendais pas compte à l'époque, c'est que l'affluent market, donc le marché des meilleurs clients, les clients les plus riches qui dépensent beaucoup d'argent, c'est une toute petite niche au Maroc. Okay. Et en fait, c'est un modèle qui fonctionne très bien quand tu arrives à avoir des volumétries importantes parce que tu peux avoir un prix unitaire qui est très bas. Quand tu vas voir par exemple une banque, tu lui dis en fait, moi je peux offrir ce service-là et ça va te permettre de fluidifier les relations avec tes meilleurs clients. Elle te dit oui, mais en fait, moi mes meilleurs clients, les clients vraiment qui sont importants pour moi, j'en ai 500. Ouais. Et donc à 500, tu peux pas. Et toi, tu peux pas proposer un prix qui est bas et avoir justement ce. Exactement. Ouais. Donc tu étais juste en fait dans une configuration où c'était beaucoup trop petit. Et je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait fait sortir de cette aventure avec une très grosse conclusion, c'est au Maroc, il faut absolument aller vers le mass market.
Ah, c'est intéressant. Ouais. Parce que parce que ce que tu dis, c'est que le modèle que tu as vu, il marchait par exemple aux États-Unis, en Europe, Ouais. où tu as beaucoup d'entreprises de cette taille-là, Ouais. donc tu vas pouvoir proposer un coût qui est plus faible. Voilà. Et là, pourquoi tu te dis qu'il faut faire du mass market? Parce que mass market dans le sens B2C et donc consumer, grand public, ou mass market dans le sens tu peux être B2B et cibler des entreprises, mais ne cible pas que les grandes, cible toutes les entreprises. Tu le vois comment Ouais, ta question est très bien posée parce que justement, ce qui me drivait à l'époque, c'était de dire il faut absolument que je fasse quelque chose où je vois une courbe monter, une courbe d'utilisateur monter vite, Ok. vite. Et ça, c'était pas possible avec le B2B premium au Maroc, le B2B affluent market au Maroc. Ouais. Donc tu savais qu'il fallait soit passer en B2B plus Plus mainstream. plus mainstream, Ouais. donc on va dire les entreprises un petit peu de toute taille, ou du consommateur, Exactement. donc grand public. Exactement. C'est quoi un petit peu on va revenir sur ça parce que c'est intéressant, parce qu'ensuite tu as justement monté une boîte, on va dire mass market, et c'est ce que tu fais aussi aujourd'hui, Ouais. et tu vas nous expliquer la différence. Est-ce que effectivement c'était une bonne idée? Mais c'est quoi un petit peu tes apprentissages de ce moment-là, la conciergerie? C'était quoi les difficultés que tu as eues? Comment ça s'est passé? Alors, c'est difficile à résumer parce qu'en fait, la première fois que tu fais de l'entrepreneuriat, j'en parlais d'ailleurs avec un ami à moi qui est entrepreneur, qui est un super entrepreneur, qui a fait un exit et qui est très brillant, qui a fait une super école de commerce, une des meilleures, qui ensuite a été consultant. Il me disait, mais quand j'ai commencé à faire de l'entrepreneuriat, j'ai eu l'impression de tout apprendre et que tout ce que j'avais fait, alors qu'il avait été consultant, qu'il avait été en prépa, mère à l'école de commerce, etc. Et de désapprendre certains trucs. Ouais, exactement. Et je pense que ce sentiment, je l'ai eu aussi de manière certainement plus puérile, parce que moi, j'étais beaucoup plus jeune à l'époque. Mais avec un peu de recul, ce dont tu te rends compte, c'est que tu apprends absolument tout, à commencer par l'humilité qu'il faut avoir dans la vie. En général, quand tu sors d'école de commerce, on te sort avec un ego, avec un boulard qui fait que tu passes plus la porte parfois. C'est clair. Et en fait, le fait d'être confronté à la vie et aux gens, la première chose que ça te donne, c'est de l'humilité. Parce qu'en fait, personne ne te doit rien. Et ensuite, tout le reste, comment apprendre à recruter quelqu'un, à vendre quelque chose, à être rigoureux, ponctuel. Et en fait, c'est des sujets qui s'imposent à toi parce que quand tu es drivé par la volonté de faire quelque chose qui fonctionne et qui réussisse, c'est des sujets que tu ne peux pas bypasser. Et donc, de ce point de vue, ça a été du point de vue de l'ensemble de ces micro-questions qui, à la fin, font un entrepreneur, en fait, c'est un apprentissage extraordinaire. Qu'est-ce que tu as appris à ce moment-là et depuis sur la vente? Parce que c'est le sujet peut-être le plus important, ou un des plus importants. On n'est pas forcément préparé. Tu vois, et tous les entrepreneurs se posent cette question-là, ou se lancent, et c'est compliqué. Qu'est-ce que tu as appris sur la partie sales, convaincre, vente, etc.? Je vais le dire de manière un peu triviale, à fermer sa gueule. Il y a qu'à écouter. Ouais. J'étais le premier à vouloir tout expliquer. Quand tu es en vente, ta vente, elle est closée quand c'est l'autre qui parle. Ok. Quand c'est l'autre qui parle. Et quand toi, t'as pas, si c'est un 80-20, si tu as une loi de Pareto et que c'est toi le 20 et que c'est l'autre le 80, la probabilité pour que tu sortes avec un chèque... Ça fonctionne pas. Non, c'est là où la vente fonctionne. Ah, tu veux dire quand c'est lui qui parle? Ouais, quand c'est Ah lui. oui, d'accord, Ouais. d'accord. Je pensais que tu disais quand tu parles. Oui, si c'est dans l'autre sens, là, ça fonctionne. Donc la vision, je viens te présenter quelque chose, je fais que parler, je te convainc. Ouais, j'ai fait que ça pendant 2 ans. Ça marche pas en général. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Et en plus, je sais pas si tu l'as lu, j'ai lu un super bouquin récemment. D'ailleurs, j'arrête pas d'embêter tout mon entourage avec. Ils me disent, tu nous fais chier avec ce bouquin. le Never Split the Difference de Chris Voss. Ah non, je l'ai pas lu. Ouais. On m'en a parlé. Il Je est l'ai pas lu. incroyable. Et en fait, le mec t'explique de manière extrêmement rigoureuse à quel point, pour obtenir quoi que ce soit dans la vie, le rationnel compte en fait très très peu. C'est-à-dire? En fait, c'est la relation humaine que tu arrives à tisser avec la personne, comment la personne se sent valorisée, comment la personne se sent prendre le contrôle de l'échange qui fait qu'elle l'achète ou pas. D'accord. Et la partie rationnelle, Elle compte, mais relativement elle pas. compte. Et du coup, il y a l'écoute, il y a aussi l'humain, quoi, en fait. Bien sûr. L'humain, c'est le truc le plus important Bien sûr. dans la vente Bien et sûr. dans tout. Bien sûr. Mais big time.
La relation que tu arrives à tisser avec quelqu'un, c'est ce qui fait que tu closes ou que tu closes pas. Ouais. En particulier ici au Maroc, j'ai envie de te dire. Ouais, alors tu penses que c'est différent la vente au Maroc que dans d'autres pays? Bah, la vérité, c'est que je suis la mauvaise personne pour répondre à cette question parce que j'ai très peu vendu dans d'autres pays. Mais je pense que les mécanismes sont les mêmes en fait. Ouais. Après, les différences que je pense qui doivent exister, c'est des différences de taille et d'organisation quant au fait de réussir ou pas à vendre quelque chose à quelqu'un. C'est évident que quand tu t'adresses à une multinationale de 300 000 personnes et de milliards de dollars de chiffre d'affaires, le process de vente va être différent de quand tu t'adresses à l'épicerie du coin. Est-ce qu'il y a eu une anecdote qui te revient à ce moment-là? Parce que tu rentres après tes études, tu lances une boîte pour la première fois, tu la lances au Maroc. Est-ce que tu as une anecdote qui te revient ou quelque chose qui t'a surpris ou un apprentissage ou quelque chose? J'en ai plein des anecdotes, mais la chose que je retiens, c'est... Il y en a plein. Une en particulier, c'est la manière que j'ai eue d'apprendre à gérer le stress de l'encéphalogramme plat. Tu es dans une config où quand tu commences une boîte qui ne fonctionne pas, où ça te stresse parce que tu as le renouer, c'est la quantité d'argent qui te reste avant où tu te dis, bon, c'est terminé, il faut qu'on passe à autre chose. Et je me souviens qu'en aval de cette aventure, je me souviens très bien m'être dit, il y a eu un avant et un après le premier client. Parce que avant le premier client, j'étais ultra stressé. Et je me souviens qu'après avoir signé le premier client, en fait, il y a eu une petite libération. Mais que le stress est revenu après parce qu'il fallait continuer à closer d'autres clients. Et que, en fait, ce stress que j'ai vécu a été beaucoup moins aigu que la V1, que la première fois. Et donc, en fait, je me suis rendu compte d'une chose. Tu veux dire dans la deuxième entreprise? Non, toujours dans la première entreprise. Mais... D'accord, il y avait de moins en moins de stress. Voilà. Plus tu avais des clients, plus tu démontrais à toi-même Exactement. Que tu pouvais survivre, trouver le prochain client, résoudre le prochain problème, etc. Et subhanallah, à chaque fois qu'il y a eu un nouvel épisode qui a provoqué un très très gros stress, quand c'est arrivé la première fois, ça a fait une gaussienne. Et ensuite, les fois d'après, de plus en plus petit. Parce que tu construis une espèce de force mentale où tu t'habitues ou... Ouais, tu l'appelles comme tu veux, tu construis une carapace, tu construis une armure, tu t'habitues, c'est ça en fait. Et quand tu vois des mecs qui sont hyper expérimentés, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui peut les ébranler. En fait, je pense que c'est ce genre de sentiments qu'ils ont dû un certain nombre de fois et auxquels ils se sont habitués. Je pense qu'ils ont vu à la fois les conditions extérieures, ils se disent ok, je crois que j'ai déjà vu quelque chose qui ressemble à ça. Ouais. Et aussi à l'intérieur se dire... Mais de manière inconsciente. J'ai déjà été dans une situation difficile et j'ai survécu. Quoi. Ouais. Comment ça se finit, la conciergerie, et comment tu passes à la boîte d'après? Vers 2000... Donc la conciergerie, c'était en 2012. Vers 2014, donc pas longtemps, à peu près 2 ans après, j'ai un de mes meilleurs amis qui rentre de France. Ami d'enfance avec lequel on a été en école primaire ensemble, en classe. Et je me souviens que là, par contre, pour en venir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est le moment où la startup devient hype. Et donc, on regarde... 2014. Ouais. 2014, et donc on était jeunes à l'époque, on allait prendre des cafés tous les soirs après le boulot, et il y avait un fil rouge, c'est il faut qu'on fasse une startup. Et là, par contre, au sens exponentiel du terme. Okay. Il y avait BFM qui passait de la startup tous les jours. On était sur tous les fils à l'époque. Il y avait le TechCrunch, etc., qu'on lisait, etc. Et il y avait cette envie à l'intérieur de nous. De lui était dans un boulot très standard. Moi, j'étais dans ma boîte qui fonctionnait un petit peu, mais pas trop. Et il y avait c'était palpable, une énergie qui naissait à l'intérieur de nous deux, qui faisait qu'on avait envie de faire quelque chose qui était complètement différent de ce qu'on était en train de faire. C'est comme ça que le switch se fait. Donc là, le switch se fait. Vous envisagez plusieurs idées, toujours plutôt start-up. Ouais. Comment ça se passe? Comment vous choisissez le projet que vous allez lancer ensemble? On
on a, je pense, le bon réflexe, partir d'un problème, on se dit, c'est quoi, il faut essayer de résoudre un problème, qu'est-ce que ça peut être? Et Donc vous regardez un petit peu autour de vous. on regarde un peu autour de nous, et on part à partir d'un... Et c'est à ce moment-là que j'ai ce sentiment très fort, il faut vraiment regarder le mass market. C'est-à-dire que j'ai une obsession, c'est l'affluent market, c'est trop niche. Si on veut une courbe qui va vers le ciel, il faut aller vers le mass market. Il faut vraiment aller vers le mass market. Donc c'est un filtre. Ça, c'est un filtre pour tout ce que tu regardes. C'est un filtre. On se met à essayer de regarder plein de marchés, etc. On se rend compte, il y a un chiffre qui nous interpelle. C'est le split des abonnements téléphoniques au Maroc versus les puces prépayées. Qui était Qui était à l'époque, je crois, de 95,5. 95 prépayés. Ouais. 5% abonnement. Ouais. Wow. À l'époque. Aujourd'hui, je crois que c'est 85,15. Donc ça reste énorme de prépayés. Ouais, bien sûr. Et donc lui était dans l'industrie de la publicité. Et on se dit, on va pas faire un truc compliqué, on fait un truc très simple. On fait une app qui donne du crédit téléphonique gratuitement à des personnes qui regardent la publicité. Et en plus, on était dans un moment un peu particulier, parce que c'était 2014, tu sais, c'était un peu le moment où, je sais plus si c'était l'iPhone 3, à peu près, ça doit pas être loin de l'iPhone 3. Et donc, c'est un peu le moment où l'attention des gens était en train de switcher du desktop vers le mobile. Et ça a posé un problème très particulier à Google et Facebook. C'est qu'en fait, ils devaient réinventer leur vache à lait, qui était la publicité sur ordinateur, elle devait passer sur mobile. Et je pense que ça a dû être un challenge très important parce que la qualité de ce qu'ils proposaient n'était pas encore terrible à l'époque. Et nous, ce qu'on a dit, on s'est dit, on va essayer de faire mieux qu'eux. Et mieux qu'eux, c'est donner une publicité. On pensait à l'époque, en réalité, c'est pas le cas. Mais donner mieux qu'eux, c'est donner une publicité qui est plus qualitative. Et donc, on s'est dit, on va mettre une pub qui arrive à un moment très particulier sur le téléphone de l'utilisateur. C'est le moment où il reçoit un appel, parce qu'il regarde l'écran de son téléphone. Et donc, son téléphone sonne, il le regarde, il y a une pub. Ça le dérange pas dans l'expérience d'utilisation de son smartphone. D'accord. Parce qu'en haut, il a un bandeau et il voit qui c'est qui l'appelle. Donc une pub fixe, une image. Une image, une grande image. Donc comment ça fonctionne? Il va sur l'application et il s'inscrit. Voilà, il installe juste l'application. Et à chaque fois que quelqu'un l'appelle et qu'il voit une pub, il y a des crédits qui se rajoutent. Voilà. Et avec ça, il peut appeler, etc. Alors, il y a une barre, elle se remplit. Quand elle est à 100%, il reçoit une recharge téléphonique. Il recevait une recharge téléphonique. Comme s'il était allé chez l'épicier, qui lui avait donné 5 dirhams et que l'épicier lui envoie une recharge téléphonique, comme ce que tous les Marocains font dans leur quotidien. Tu vois, si on reste sur cette partie-là, avant de rentrer sur... Ça s'appelait Leak, c'est ça? Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui réfléchissent à des projets, qui veulent lancer un projet, etc. et qui se disent comment je trouve la bonne idée ou comment je trouve la bonne boîte à lancer. Et il se trouve que tu as lancé plusieurs entreprises, donc tu es passé par cette réflexion-là plusieurs fois. Quels sont un petit peu tes conseils pour ça, pour chercher une idée et savoir si tu es sur le bon créneau, même si parfois ça peut évoluer ensuite, mais au moins sur la réflexion initiale? Enfin, moi, pour moi, il y a un driver principal, c'est le problème que tu règles. Alors, je sais que c'est une tarte à la crème, ce que je viens de dire, mais honnêtement, c'est je pense, le driver de ce qui permet de créer une boîte qui compte. Quand tu as un problème qui est aigu et que tu arrives à le résoudre avec un service qui fonctionne très bien, c'est ce qui permet de faire la différence. Ensuite, il y a évidemment la quantité de personnes qui ont ce problème et la quantité d'argent que les gens sont prêts à payer pour régler ce problème. Parce que forcément, si tu règles un problème et que c'est très peu de gens qui ont ce problème, en fait, tu n'en fais pas un business. Et la troisième des choses, c'est la défensabilité. C'est-à-dire, est-ce que c'est un problème qui est facile à régler, que déjà beaucoup de personnes règlent? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui est assez complexe et donc toi, en tant que personne qui veut faire une start-up, tu penses avoir les skills pour créer une solution qui est... Donc, tu as envie d'avoir un problème, des gens qui vont payer. Et la défensibilité, c'est avoir des barrières un petit peu. C'est-à-dire que ce soit assez complexe pour que n'importe qui ne puisse pas le faire. Soit avoir des barrières à l'entrée. Exemple, OpenAI. Il y a une vraie barrière à l'entrée. Enfin, maintenant, il n'y en a plus parce qu'il y a de l'open source. Il y en a beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup moins. Soit un effet de network effect. Quand tu es Uber et que tu es dans une ville,
c'est le fait de créer une application mobile qui fait la même chose qu'Uber, c'est extrêmement facile. Ça se fait en littéralement 48 heures. Parce qu'il y a des apps qui sont déjà existantes, etc. En revanche, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'avoir la taille critique qui te permet d'avoir en même temps et les conducteurs et les clients. Le ride-hailing, par exemple, je peux en parler parce que c'est un exemple que je connais bien. Tu as une corrélation. Et Network Effect, tu as toujours des effets de corrélation entre les clients et les fournisseurs du service et les acheteurs du service. Dans l'exemple du ride-hailing, la seule manière de conquérir la majorité des clients, donc la plus grosse part de marché dans une ville, c'est de réussir à mettre chaque voiture à moins de 3 minutes de la personne qui cherche à avoir une voiture. Et donc, en fait, c'est la manière d'avoir le plus de clients possible. Ouais. Ok. C'est la seule manière. Tu peux prendre 500 critères, tu peux prendre 1000 critères. Est-ce que la voiture est propre? Est-ce que le chauffeur est sympa? Est-ce qu'il conduit bien? Au final, le plus important, c'est la proximité. C'est la quantité de temps entre le moment où tu cliques sur le bouton et le moment où la voiture arrive pour te prendre. Cette quantité de temps, ce qu'on appelle l'ITIer, et donc ce qui en découle, c'est le taux de succès. Et ce taux de succès, il est porté par deux choses. C'est la probabilité que le chauffeur accepte la course, quand toi tu l'as demandé, et la probabilité que toi, en tant que client, tu n'annules pas quand le chauffeur a accepté. Et ces deux éléments-là ne sont leveragés que par un seul KPI, c'est la quantité de temps entre toi et le chauffeur. Donc c'est où est-ce qu'il est lorsque tu l'appelles. Lorsque tu te demandes une course, est-ce qu'il y a des chauffeurs assez proches? S'il est assez proche, il ira et tu n'annuleras pas. Voilà, exactement. Et la seule manière d'arriver à ça, c'est tu prends une ville, tu fais une zone géographique, c'est d'avoir assez de chauffeurs partout pour que, quel que soit l'endroit où tu sois, quand tu cliques, il soit à moins de 3 minutes. Le taux de succès, je peux même te donner le chiffre. Je crois qu'à prescription, maintenant, je peux le donner de manière publique. C'est que si le chauffeur a 1 minute de toi, le taux de succès est à 98%. Taux de succès, c'est tu montes dans la voiture. Tu commandes et tu montes dans la voiture. Tu montes dans la voiture. Une fois que tu as commandé, que tu montes dans la voiture. Voilà, exactement. Taux de succès, il est à 98% quand il a 1 minute, à 80% quand il a 3 minutes et à 30% quand il a 4 minutes. 30% quand il a 4 minutes? Ouais. Et donc, en fait, ce chiffre-là, incroyable. C'est dingue. C'est incroyable. Donc, en fait, c'est pour ça que en fait, les gens te disent « Ouais, mais dans le ride-hailing, les mecs, ils payent les chauffeurs. » Non, en fait, quand tu payes les chauffeurs, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Parce qu'en fait, quand tu as des chauffeurs partout qui sont à disposition des clients, ben, c'est là où tu arrives à créer un effet de flying wheel où tous les clients viennent chez toi. Et donc, tu passes... C'est-à-dire qu'ils payent les chauffeurs, c'est-à-dire qu'ils investissent beaucoup côté chauffeur au début. Bien sûr. Parce que tu es obligé, sinon les gens n'utilisent pas ton app. Bien sûr. Toutes les applications de VTC, quand elles arrivent dans une ville, elles disent au chauffeur, tu ouvres l'application, tu prends tous les clients, si tu n'as pas de clients, je te paye quand même. D'accord. C'est quoi? C'est des minimums, c'est comme des paiements minimums par mois ou quelque chose? Ouais, voilà, exactement. Okay. Et même des fois, ils vont complètement, je ne sais pas si c'est le bon terme, j'allais dire dumper, mais ce n'est pas dumper. Ils vont leur payer des bonus, ils vont lui dire, si tu prends, je vais t'envoyer des trajets. Si tu prends X trajets, je vais te payer Y. Ouais. Si tu prends 2X trajets, je vais te payer 3Y. Et si tu prends 3X trajets, je vais te payer 6Y. Et donc, en fait, le chauffeur, au début, quand les gens sont un peu loin, parce que la difficulté, c'est d'avoir des drivers absolument partout. Et donc, quand tu veux augmenter ton success rate, quand il n'y a pas des drivers absolument partout, ben, en fait, il faut que tu le surpayes un petit peu. Et donc là, les network effects que tu dis, c'est donc, effet de réseau, j'essaie de traduire parfois, mais c'est... Plus tu as des chauffeurs pour le coup, mieux ton service est, plus les gens vont être contents et plus ils vont utiliser l'application. C'est quoi comment tu vois aussi les effets de réseau? Tu as aussi le fait d'avoir de plus en plus de clients, et ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que le service va te coûter de moins en moins cher, c'est techniquement des effets de réseau aussi. C'est absolument ça. On peut prendre des exemples concrets. La seule raison qui font que tu es sur Facebook, c'est parce que tes amis sont sur Facebook. C'est la raison pour laquelle tu vas sur Airbnb quand tu vas dans une ville, c'est parce que tout l'inventaire de la ville est chez Airbnb. C'est la supply qui amène la demande. C'est l'offre qui amène la demande. Et en fait, les startups qui font aujourd'hui, pourquoi tu bookes sur Glovo plutôt que sur n'importe quelle autre application, il y en a d'autres. C'est parce qu'il y a tous les restaurants, ils te livrent vite. Ils ont en même temps tous les restaurants, toute l'offre, et en même temps, ils ont la logistique qui te permet d'être livré rapidement. Je vais plus loin que ça, on peut prendre un cas théorique où tu as une app qui est éclatée par terre, elle n'est pas belle, ça ne fonctionne pas bien à l'intérieur. C'est énervant de l'utiliser. Mais tu as tous les restos, c'est là que tu iras. Ouais. Je mets plus que ma main à couper. C'est là que tu vas. Et tu as une app hyper belle, mais ça n'arrive pas vite. Taux de succès. En fait, l'esprit humain a une appétence
à juger de la fiabilité d'un service en fonction du taux de succès. C'est vraiment important. Du taux de succès principalement. Du taux de succès qu'on sous-estime énormément. Et les startups qui fonctionnent, elles arrivent à adresser ce type de sujet de manière extraordinaire. C'est ce que j'allais te demander, c'est que je me mets dans à la place de, tu vois, l'entrepreneur qui soit sur une appli quelle que soit l'appli de ride-hailing ou autre chose. T'as appris justement à savoir focus sur le bon truc. Ouais. Parce que t'as tellement de problèmes à résoudre Ouais. et en plus t'as des problèmes que t'as envie de résoudre en général. Je sais pas, t'as une appli, tu veux qu'elle soit belle. Et donc t'as très envie de te réveiller le matin et de travailler sur ce sujet-là. Ouais. T'as vraiment envie de... Mais peut-être que c'est pas important. Peut-être que tu peux passer 10 ans avec une appli moche, mais qui fonctionne très bien. mais qu'en fait, qui fonctionne très bien et tu fais bien ton travail. Tu regardes Craigslist aux États-Unis, c'est un exemple incroyable. Ouais. Craigslist Angéliste aussi, je crois que c'est Ouais, pas... ouais, Ils absolument. ont rebrandé, mais c'était très moche. Ouais. Et t'as appris justement à te focus sur quelque chose et réussir à oublier le reste. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très difficile. De te dire, moi, mon objectif, c'est j'ai juste un taux de succès et je veux le maximiser. Ouais. Et si je réussis à avoir un chiffre très important sur ça, je vais réussir même si je ne suis pas bon sur le reste. Ouais, c'est clairement. Ça, si tu n'arrives pas à faire ça en startup, en particulier quand tu as passé le product market fit. Quand tu es PMF, si tu fais pas ça, d'ailleurs, on en parlait en préambule du podcast, Do Things That Don't Scale. C'est exactement une autre manière de dire Do Things That Don't Scale, le fameux blog post de Paul Graham, le fondateur du YC. Donc YC, c'est un gros incubateur aux États-Unis. Paul Graham, c'est le fondateur. Et Do Things That Don't Scale, c'est un blog post. Un article, un blog post qui dit qu'au début d'une aventure entrepreneuriale, surtout en start-up, même si tu veux justement avoir quelque chose qui scale, donc qui croît rapidement, il faut faire des choses, comment dire, parfois à la main, quoi. C'est-à-dire aller chercher les premiers clients, passer peut-être 3 mois à trouver le premier client, alors que toi, ton but, c'est de faire une start-up. Mais c'est important. Alors, juste pour mettre un peu en perspective, le Y Combinator, ce n'est pas le plus gros accélérateur. C'est le seul accélérateur au monde qui fonctionne réellement du fait du modèle d'accélération de start-up. C'est la boîte l'entreprise qui dans le monde de la start-up fait totalement argument d'autorité. C'est plus difficile d'y entrer que d'entrer à Harvard. C'est aujourd'hui des centaines de milliards de dollars d'actifs sous gestion en mettant que des tickets de, au début, $100 000, ensuite $125 000, aujourd'hui que des tickets de $500 000. Et ils ont fait des boîtes comme Airbnb, Stripe, Dropbox, Reddit, Coinbase, parmi d'autres. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le monde, pas du 80-20 de la start-up, on est dans le monde du 99,9,01. C'est-à-dire que vraiment, c'est le monde de la... Enfin, je digresse un peu, mais bon, le YC, on est vraiment dans l'archétype de... Entre des centaines de milliers de personnes qui essaient de faire des boîtes start-up, tu as vraiment une très petite quantité de gagnants, de winners. Le YC, c'est ceux qui arrivent à en capter le plus. Ces gens-là, cette entreprise a été fondée par un mec qui est reconnu mondialement comme étant le godfather, le parrain de la Silicon Valley d'aujourd'hui, et qui aujourd'hui ne gère plus le Y Combinator. Et ce mec-là écrit régulièrement des blog posts. Et son blog post le plus connu, c'est un blog post qui s'appelle Do Things That Don't Scale, qui est extrêmement instructif pour n'importe quel primo-entrepreneur, parce qu'il te décrit vraiment ce que tu dois faire pour que ça fonctionne. Et ce blog post, l'une des choses qu'il te dit, c'est pas uniquement ce qu'il te dit, c'est exactement la question que tu poses. Est-ce qu'il faut savoir focus ? Alors, pas que focus, il faut aussi faire les choses manuellement, sans créer le processus, etc. autour. Mais c'est exactement ça. Il faut savoir focus sur ce qui est hyper important. En particulier avant le product market fit, il faut le faire à la main. Après le product market fit, il faut continuer à le faire à la main. Et il faut focuser vraiment sur ce qui est important. Et c'est pour ça que aussi, souvent, dans des boîtes qui sont jeunes, tu as cette impression que la boîte est en pleine progression, mais que c'est fait de manière très dirty. Et je pense qu'une des grandes qualités d'un bon entrepreneur, c'est de savoir assumer cette dette dirty. D'affronter sans complexe l'extérieur qui vient te dire « Ouais, ton appel est crade, ouais, regarde ici, ça bug. Ouais. » Et même, je dirais mieux que ça. Alors, l'une des choses qui a caractérisé notre période leak, c'est qu'on a été dans l'accélérateur de Family avec Oussama Ammar, qui est aujourd'hui un personnage un peu sulfureux parce qu'il y a eu plein d'histoires ensuite, etc.
Mais je me souviens d'une chose, et on avait adoré, on avait appris énormément, je serais amené à revenir dessus si tu le souhaites. Bien sûr. Mais l'une des choses qui nous avait percuté de pleine face, choc frontal, c'est que c'est le moment où il nous avait expliqué à quel point... L'une des choses qu'on ressent quand on a un product market fit, et je pense qu'on avait eu un product market fit avec Leak, c'est à quel point... c'est que quand tu as le product market fit, en fait, les gens ne t'appellent pas pour te dire bravo, ils t'appellent pour t'insulter. Et que quand ils t'insultent, c'est un super signal. Parce que, en fait, quand tu fais quelque chose qui compte pour personne, tout ton entourage te dit « Ouais, c'est génial, bravo, etc. » Alors que quand tu fais quelque chose qui compte et que tu n'arrives pas à le délivrer parce que c'est en train de scaler à une vitesse à laquelle tu peux pas Les suivre. gens, ils t'insultent parce qu'ils veulent, Ils veulent que ça fonctionne. Ils veulent que ça fonctionne. Ils veulent que ça fonctionne. Et donc, c'est pour ça que je trouve que ta question, elle est super. En fait, tu as parfaitement raison. Il faut savoir focuser sur ce qui compte et laisser de côté tout ce qui compte pas, quitte à ce que... Qu'est-ce que tu as appris avec The Family? Parce que c'est vrai que Oussama Ammar est quelqu'un de très sulfureux maintenant. Ouais. Mais tu vois, tout le contenu qu'ils ont proposé dans les années 2016, 2015, 2017, 2018, c'était des notions, en tout cas dans la francophonie, qui n'existaient pas. Mm. Et je pense qu'ils ont inspiré, ils ont motivé beaucoup d'entrepreneurs et ils ont expliqué beaucoup de notions qu'on n'avait pas forcément. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce passage qui est dans un format à peu près comme Y Combinator, c'est-à-dire ils accompagnent les startups aussi. Avec un peu d'equity, en effet. Alors déjà, il faut dire une chose, c'est que certes aujourd'hui, Oussama il a une réputation sulfureuse, il y a un énorme problème avec ses associés, il y a des procès en cours, il y a tout ça. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, il a amené plus que personne, peut-être plus que la BPI, à l'écosystème français. Parce que ce qu'il a réussi à faire, c'est à donner de la culture de ce que c'est réellement qu'une start-up à des gens qui ne pouvaient pas y avoir accès. Parce que ça n'existait pas. Et la deuxième chose, c'est qu'il arrivait à apporter cette culture parce que ce mec-là a naturellement une forme qui plaît. Il est hyper fort pour storyteller, alors avec peut-être du mensonge parfois, etc. Pour moi, ce n'est pas le sujet. Le fond du sujet, c'est qu'il a réussi à enlever une grande partie, je vais mettre ce mot entre guillemets, et je pourrais revenir dessus en expliquant pourquoi, mais c'est un mot que j'assume, une grande partie de la toxicité qui existait pour les startups qui essayaient de se faire à l'époque en France. Et moi, je me rappelle que j'avais consommé le contenu, mais... Moi aussi. Vraiment. C'était excellent. C'était excellent. Et c'était dans un moment où, en fait, il n'y avait pas de contenu de cette qualité qui existait. Et même si tu avais des gens qui essayaient de le créer, ils ne savaient pas comment faire. Et même quand ils savaient comment faire, ils n'avaient pas la forme pour réussir à capter autant d'audimat. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, ça contribuait de manière... C'est difficile à décrire, c'est pas palpable, mais ça a contribué de manière très active et très, très forte à la learning curve que j'ai eue. Du point de vue de l'entrepreneur, de devenir un entrepreneur. Ensuite, quand on est rentré, c'est même... Donc, ils avaient d'autres partenaires, il n'y avait pas qu'Oussama. Donc, nous, par exemple, on était suivis par un gars génial qui s'appelait Balthazar de Lavergne, et qui rentrait avec nous pour la première fois sur des trucs qu'on ne connaissait pas du tout. Comment on lit une cohorte, à quel point c'est important de driver la croissance de son entreprise par la rétention. Comment on mesure la rétention? C'est bien d'avoir des clients, enfin des utilisateurs en plus, mais il faut les garder. C'est pire que ça encore. La rétention. Si tu as le choix entre 10 clients qui viennent une fois ou un client qui vient 10 fois, il faut que ce soit un no-brainer, il faut que tu ailles vers le 1 client qui aille 10 fois. Ok. Ça, c'est intéressant. C'est limite. Peut-être qu'il faut parfois encore plus regarder la rétention que l'acquisition client. La rétention, c'est, de mon point de vue, pour la majorité des startups, parce que là, je parle de manière générale, mais en tout cas, c'est notre cas à nous, c'est le KPI des KPI. Quand tu as une personne qui vient et qui continue de revenir, et qu'ensuite, tu vas en chercher à la main une deuxième, et puis une troisième, puis une quatrième. C'est parce que ça veut dire que tu as un modèle qui est sain. Parce que ça veut dire que si tu mets... Je sais pas, pour avoir des clients, il faut mettre plus d'efforts, plus d'argent, plus d'équipes, etc. Ça veut dire que si tu mets plus, tu as plus de clients, mais qui restent. Absolument. Ouais. Et une autre manière de le dire... Et du coup, le KPI ROI, c'est pas la LTV, c'est pas la lifetime value, parce que du coup, si tu te dis... le ratio de LTV combien j'en ai et combien il reste,
est-ce que la lifetime value, c'est-à-dire combien il dépense sur la vie de son utilisation, c'est pas quelque chose qui relie les deux? Alors, tu as raison. Alors, le KPI de la rétention, c'est la LTV. C'est-à-dire, quand tu dis quelle est ta rétention, Ah d'accord, donc c'est ça que tu regardes. Ouais, ouais, Ok, moi je pensais qu'une rétention, je sais pas, c'est une durée, etc. Non, donc bah, la LTV, c'est lifetime value. Donc, c'est la lifetime times l'average value. voilà, mais il y a de la value, Times il y a la un chiffre rétention. de value dans la rétention. Tu prends par exemple un client qui va dépenser $100 en un an, et puis en un an, tu as 40% de tes clients qui restent, donc ta LTV, ta LTV, et si ça fait 2 ans que tu travailles, et que ta cohorte elle est plate, donc ta LTV, c'est $200 fois 40%. D'accord. Donc en fait, pour calculer ta LTV, tu as besoin de ta cohorte. Et tout ça est à mettre en perspective parce qu'il faut mettre cette LTV en face d'un CAC. Donc c'est un ratio de LTV sur CAC. Donc le CAC, C'est un coût d'acquisition. Le coût d'acquisition du client. D'accord. Et donc en fait, la manière de le rendre plus basique, plus accessible pour un primo-entrepreneur ou pour quelqu'un qui regarde ce sujet-là, c'est de dire à chaque fois que je mets $1 dans la machine, combien cette machine me rend $2 en combien de temps. Donc quand tu as un ratio de LTV sur CAC de 15, ça veut dire que de 15 en 5 ans, ça veut dire que je mets $1 aujourd'hui, dans 5 ans, ce dollar m'aura rapporté $15. Et c'est à mettre en perspective également pour une autre raison, c'est celle du network effect. C'est qu'en fait, cette rétention, quand tu es Uber par exemple dans une ville, n'est très forte pour les clients que quand elle est très forte pour la supply aussi. Quand elle est très forte il faut que tu arrives à faire progresser de manière parallèle et équilibrée le nombre de voitures et le nombre de clients. Si tu fais que l'un, tu n'as pas de rétention sur l'un ni sur l'autre. Et si tu fais que l'autre, tu n'as pas de rétention sur l'un ni sur l'autre. D'accord. Et quand tu fais progresser les deux, c'est là où tu as un service qui est nickel chrome et où tu as une cohorte qui est parallèle à l'abscisse. Les gens continuent d'utiliser tout le temps. Oui, tu as envie que ta cohorte, t'as envie que les gens restent sur le long terme et des deux côtés. Si tu devais simplifier le business, ce serait les deux chiffres que tu Je regardes. dirais même différemment que si tu as une cohorte qui est haute d'un côté, c'est qu'elle est haute de l'autre. Et c'est pratiquement tout le temps comme ça en marketplace. C'est pratiquement vrai. Ouais, je suis certain que tu regardes les cohortes d'Airbnb, ils ont une corrélation très forte entre la rétention client et la rétention des personnes qui mettent des biens. Et du coup, si on revient sur Leak, d'ailleurs, tu considères que c'est une marketplace Leak ou d'un côté, il pas y a les annonceurs et de l'autre côté, il y a les J'ai utilisateurs. l'impression, ouais, c'est ce que j'avais été. J'ai l'impression que ce soit autant Waffer que Leak, c'est des marketplaces. Alors, pas forcément pour Leak dans un format classique, pour Waffer non plus, mais il y a ce côté-là où on a un petit peu deux acteurs. Alors, peut-être juste pour vulgariser un petit peu, parce que c'est des notions qui sont peut-être un peu techniques, mais il y a c'est pas vrai qu'il n'y en a que deux, il y en a beaucoup plus, mais il y a deux grandes catégories de startups, c'est les SaaS et les marketplaces. SaaS, c'est un logiciel qu'on vend. Donc, c'est les gens, ils viennent, ils mettent leur carte. Avec un abonnement. Avec un abonnement. Et leur carte est débitée. La marketplace, c'est pas un site sur lequel on vend des choses. En général, les gens le voient comme ça. Une marketplace, c'est un endroit où vous faites rencontrer la supply et la demand, l'offre et la demande. En général, quand quelqu'un parle d'une startup et il commence par c'est la plateforme qui, c'est une marketplace. Absolument. Relie, qui permet de faire le lien entre X et Y, ça c'est des marketplaces. Exactement. Et en général, ça, on va dire, voilà, c'est plus un logiciel qui fait telle chose. Exactement. Moi, ce dont je suis tombé amoureux, c'est de la marketplace, parce que justement, ces marketplaces sont davantage drivés par le network effect. Et cette notion de network effect, j'en suis tombé éperdument amoureux, en particulier quand j'ai travaillé pour lui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette aventure Leak ? Ouais. Super aventure. Deux copains d'enfance qui prennent des cafés après le boulot tous les jours, et puis au bout d'un moment, on lance une app, et en quelques semaines, on se retrouve à avoir 100 000 utilisateurs actifs. 100 000 utilisateurs ? Quotidiens. C'est-à-dire 100 000 utilisateurs qui reçoivent notre publicité. À partir du moment où vous dites « Ok, on va faire ça », ouais. Comment vous le rendez réel ? C'était la première fois que tu faisais une start-up, première fois que vous montez un produit, etc. Comment tu as fait pour te dire « Ok, c'est une bonne idée, on réussit à avoir la première version du produit et on réussit à avoir 100 000 utilisateurs ». Qu'est-ce qui t'a permis de faire ça ? On fait toutes les erreurs du monde. On va trouver une agence qu'on paye avec nos amis. Pour faire l'application ? Pour faire la première version. La première version, quand elle est released, elle fonctionne très mal, il y a plein de bugs. Acté de plein de bugs. L'une des choses que beaucoup de gens ne comprennent pas encore, c'est qu'ils ont l'impression que quand on fait un produit, on le met sur le marché. Une fois qu'on l'a construit, on le met sur le marché, ensuite ce produit fonctionne.
En fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on met un produit sur le marché, la première des choses qui arrive, c'est qu'on commence à voir immédiatement les itérations qui doivent être effectuées pour que ce produit fonctionne mieux. Ça, on le savait pas. C'est ça. On le Je savait pense pas. parfois on a l'impression qu'on va bosser de notre côté et on se propose quelque chose et les gens nous attendent. Ils sont là, ils attendent qu'on sorte le produit, ils exactement. vont regarder alors que non. Pas du tout. Et en plus, ce n'est que le début de l'amélioration ensuite du produit. C'est même pire que ça. En fait, à partir du moment où tu mets un produit sur le marché, la quantité d'itérations que tu dois avoir, la quantité de complexité que tu dois mettre est exponentielle. Tu crées une nouvelle fonctionnalité, elle te donne le besoin que tu as, c'est d'en faire 3 autres. Sur chaque 3 autres, il faut que tu en fasses 3 autres. Sur chaque 3. Donc en fait, c'est vraiment exponentiel la quantité de choses qu'il faut faire sur un produit. C'est pour ça qu'en fait, dans les startups qui fonctionnent, la quantité de développeurs, de product managers, de Scrum, etc., elle explose complètement. C'est très souvent un des plus gros postes de dépenses. C'est parce que la seule manière de continuer à faire un produit qui fonctionne et qui progresse, c'est de continuer à itérer. Et le plus vite tu itères, il y a une corrélation très forte entre la quantité d'itération et le succès de la boîte. J'ai vu un chiffre. Non, je ne l'ai pas vu. Je crois que c'était Souleymane El-Harj qui était sur le podcast qui l'a dit. Ouais. Pendant un podcast qui a dit que c'était sur les levées de fonds aux États-Unis. Je ne sais plus quel chiffre il a donné, peut-être 70% ou 80% de salaire. People et marketing, peut-être pas 80, mais la payroll et le marketing, c'est très certainement. C'est le, ouais. Bon, pas avec les open. Si. Même avec les OpenAI. Si. Là, il y a même Facebook qui met des signing bonus à $100 millions. J'ai vu ce truc. Ouais, c'est dingue. Pour récupérer les développeurs, les AI engineers, scientists, etc. Exactement. D'intelligence artificielle des concurrents. Exactement. Et l'ancienne CTO d'OpenAI, elle vient de lever $2 milliards en seed. Mira Murati. Ouais. Elle a levé 2 milliards $2 milliards. Pour refaire un concurrent. Très certainement. Très certainement. C'est une industrie aujourd'hui dont on est en train de se rendre compte qu'elle est drivée par uniquement des toutes petites équipes très performantes. Donc tous ceux qui ont de l'argent aujourd'hui, ceux qui ont du vrai argent aux États-Unis, sont prêts à le mettre à disposition des personnes des 0,0001% de cervelle qui sont capables de monter ce genre de plateforme. Incroyable, la levée de fonds à 2 milliards. Je crois que j'ai jamais vu ça. En pré-seed. J'ai jamais vu ça. Enfin, ça existe ça n'a pas. jamais existé. Ça n'existe pas. C'est du pré-seed à $2 milliards. La valeur, elle est à combien ? Il n'y a pas encore de produit. Il n'y a pas de produit. Il n'y a pas de produit encore. Ouais. Elle peut même pas dire j'ai levé sur des slides. Je pense qu'elle n'avait pas de slides. Ok. Du coup, on parlait de leak, le fait que produit et ça devient de plus en plus compliqué. Donc là, tu disais on a fait les erreurs de travailler avec une agence pour faire le produit, etc. Ensuite, vous avez un premier produit. Ouais. Comment on fait pour avoir 100 000 utilisateurs ? On fait un mix de programmes de référents et de publicité sur Facebook. À l'époque, les algos de Facebook, ils étaient incroyablement sympas par rapport à aujourd'hui. Tu mettais $5, il y avait tout le Maroc qui avait vu le truc. et en parallèle de ça, il y avait un programme de référents aussi qui fonctionnait très bien. On disait, t'invites ton pote, on va te donner une recharge téléphonique. À toi et à ton pote. Okay. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Ça monte à une vitesse incroyable. Avec déjà à l'époque, sans savoir qu'on parlait de network effect, on se disait, on pense que plus on va avoir d'utilisateurs, plus facile ça va être de vendre de l'inventaire publicitaire. Je pense qu'on avait raison. L'une des choses qu'on ne voyait pas, c'était que on ne le voyait pas à l'époque. On pensait que la qualité de la publicité, elle était du fait de la taille de la bannière qu'on mettait, notre capacité on pouvait targeter les publicités en fonction de si c'était un homme, une femme, ton âge, ta géolocalisation. Par exemple, tu voulais faire une pub pour un produit qui était à Marjane uniquement aux personnes qui venaient dans le Marjane ou dans le Carrefour ou dans le métro. En fait, on pouvait. Et donc, on se disait qu'on avait une solution qui était extrêmement perfectionnée du point de vue technologique. En fait, ce dont on ne se rendait pas compte à l'époque, parce que l'industrie était encore naissante aussi, c'est que la magie de Facebook et Google, c'est qu'ils étaient capables de te vendre de la publicité en fonction de la rentabilité de cette publicité. C'est-à-dire qu'en fait, un annonceur aujourd'hui, le modèle de Facebook et de Google, c'est de dire à un annonceur... tu payes des clics, tu payes pas... C'est pire que ça encore. Donne-moi $1. C'est le fameux LTV sur CAC dont on parlait tout à l'heure. Tu me donnes $1 et en fait, moi, avec la data que j'ai, je vais pouvoir te maximiser le rendement de ce dollar en vente. Juste en faisant, c'est de l'intelligence artificielle, c'est du clustering, ils vont faire des
des catégories de clients qui Ils vont montrer à des gens et en Ouais. fonction du résultat, ils vont montrer de plus en plus de gens du même type, si ça fonctionne. des gens, des moments, D'accord. il y a plein Plein de de critères. Et en fait, là où nous, sur la théorie, on dit non, on est très bon parce qu'on peut géolocaliser, on peut faire les femmes, les hommes, les âges, etc., etc., le contexte, l'heure de la journée, tout ce que tu veux. Bah, eux, en fait, ils disaient non, nous, tout ça, c'est très bien, mais nous, en fait, des features, on en a des milliers ou des dizaines de milliers ou des centaines de milliers. Donc, en fait, nous, on va juste, ton dollar, on va maximiser sa rentabilité. Il n'y a pas besoin. Et ça, ça, c'est compliqué à faire. Donc aujourd'hui, théoriquement, tu pourrais te dire, bah, je peux aller, moi aussi, avec juste un clic sur l'application, aller sur des agrégateurs de data aux États-Unis qui vont agréger la data de mes utilisateurs. Et donc, je vais aller ponctionner de la data, mais ça va déjà coûter beaucoup d'argent. Et ensuite, je vais construire un machine learning qui va me faire de la catégorisation. Et je vais aller chercher que les clients qui... Donc, je vais entraîner des algorithmes qui vont... En vrai, à l'époque, déjà, on ne savait pas ça. On savait, enfin, la distance qu'il y avait entre nous et le fait d'avoir ce raisonnement était très très grand à l'époque. Et en plus, le modèle, je pense qu'il n'aurait pas tourné. Et c'était compliqué d'avoir les annonceurs, parce qu'il y avait aussi une partie annonceur dans le business. C'était très compliqué, néanmoins moins compliqué que ce qu'on pensait, parce qu'on avait réussi à en avoir plusieurs. La chose qui est corollaire à ce que je viens de dire et qui est importante quand tu poses la question des annonceurs, c'est qu'en fait, à l'époque, en tout cas, Facebook, Google étant des marketplaces avec d'un côté les utilisateurs, d'autre côté les annonceurs, pour un pays comme le Maroc où le marché est petit et où leur inventaire d'utilisateurs était en croissance exponentielle, en particulier pour Facebook, le prix était en train de tendre vers zéro. C'est ça, ouais. Et donc, en fait, nous, ce qu'on ne voyait pas à l'époque, nous, on avait un marginal derrière le coût de la publicité. Le marginal, c'était le coût de la recharge téléphonique qu'on t'envoyait. Et donc, en fait, nous, il fallait qu'on ait une courbe qui soit... Enfin, il fallait qu'on ait une publicité qui soit supérieure au coût marginal. Sinon, on perd de l'argent, on fait n'importe quoi. C'est cette compétitivité qui était difficile à avoir. Et en tendance, c'était de plus en plus compliqué. Parce que les prix baissaient côté réseaux sociaux quand même. Ouais. Okay. Ouais. En fait, il ne faut pas faire de boîte où ton revenu vient de la publicité, je pense, dans le monde. C'est un constat très fort que je fais. Mais en général, quand on parle de boîte où le driver de revenu, c'est la publicité, je dis, il faut pas y aller. C'est compliqué. C'est compliqué. Facebook, Google sont trop forts. Ils sont trop forts. Alors, il y a peut-être un sweet spot à un certain moment, parce que nous, on était dans une config où il y avait beaucoup d'inventaire et peu d'annonceurs, donc les prix étaient bas. Mais il y a peut-être des endroits dans le monde où il y a pas beaucoup, il y a moins en proportion. Il y a moins de personnes et beaucoup plus d'annonceurs, et donc le prix est très haut. Et donc peut-être que il y a peut-être des endroits où il y a un sweet spot. Mais toutes ces startups qui disaient on propose un service et notre source de revenus, ça va être les pubs sur le site internet. En général, c'était très compliqué. De toute façon, il n'y a plus grand monde qui... Il y a plus grand monde qui fait ça. C'était plus il y a 10 ans. Ouais, il y a 10 ans, tu l'entendais... Tu l'entendais beaucoup. Ouais, clairement. Ok. Comment ça se termine, Leak ? Ça se termine sur des relations avec certaines des personnes qui étaient autour de nous. Donc pas avec Omar, mon cofondateur, mais avec d'autres personnes qui étaient autour de nous dans la société qui sont un peu dégradées. Et puis, une situation où, à l'époque, c'était pas possible. Il n'y avait pas de capital risque au Maroc. Est-ce que tu avais levé sur Leak ou... On avait levé très peu avec un business angel avec lequel, finalement, on ne s'était pas entendu. D'accord. Et il y avait un environnement du capital risque qui était quasiment inexistant. Je crois qu'il n'y avait que le Maroc Numeric Fund à l'époque. Oui, donc même si tu levais avec un business angel... c'était pas possible de relever, donc c'était compliqué de continuer à développer ta boîte, quoi, à un moment. Exactement. On avait cramé de l'argent pour croître, ça avait très bien fonctionné. Je considère qu'on avait bien dépensé l'argent. Mais c'était pas possible d'aller créer l'effet de flying wheel avec la taille critique qu'on voulait aller chercher à l'époque. Mais tu vois, sur des marchés à l'époque, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de fonds au Maroc, donc là pour le coup c'est différent. Mais je veux dire, si on prend l'exemple aujourd'hui, je pense qu'au Maroc tu peux faire une boîte où tu sais que tu seras rentable qu'au bout de quelques années, et c'est OK, parce que tu réussiras à lever plusieurs fois et à atteindre la rentabilité. Mais à l'époque, c'était compliqué. Ah, mais c'est le jour et la nuit. C'était impossible. Entre 2014 et 2025, ça n'a rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, on est dans une config au Maroc où
Donc même le capital risque, c'est une marketplace. Hein. Il y a le cash et il y a le deal flow. Aujourd'hui, on est over cash au Maroc. Il y a plus d'investisseurs que de projets. Que de deal flow. On est C'est-à-dire d'accord. si on veut plus d'investissement au Maroc, là pour l'instant, il faut plus de deal flow, pas plus d'investisseurs. En fait, Le bottleneck, la contrainte actuelle, c'est c'est le deal plus les flow. projets que C'est le le deal flow. Et la vérité, c'est qu'aussi l'investissement est censé créer son pipeline. La vérité, c'est qu'au Maroc aujourd'hui, on veut plutôt faire de la série A que du pré-seed seed. D'accord. On veut pas prendre les super gros risques où il y a une boîte qui est censée te couvrir tout le fond. Oui, parce que tu peux dire qu'il n'y a pas assez de deal flow, mais ouais. C'est aussi peut-être qu'il y a beaucoup de projets très jeunes, pré-seed, qui sont pas financés et du coup qui n'arrivent pas à faire de la série A, quoi. Enfin, pour en avoir débattu des milliers de fois de ce sujet-là, tu as deux étapes de la vie de la startup qui sont importantes pour un écosystème comme le Maroc, c'est le pré-seed seed et la série A. Et si tu veux... Pré-seed seed, c'est les premières levées de fonds. Voilà, les premières levées. Et série A, c'est un peu plus tard. Et en général, tu parlais tout à l'heure de product market fit, donc quand tu réussis à connaître bien ton modèle, qui sont tes clients, ça fonctionne, etc. Il y a déjà un peu de taille critique. Là, c'est une série A. Voilà, c'est la levée d'après. Il faut un ticket un peu plus gros, etc. Le sujet, c'est quoi? C'est que soit tu vas choisir... Imaginons que tu es le ministre et que tu dois prendre une décision sur comment on va faire pour développer l'entrepreneuriat. Pour moi, il y a 3 configurations possibles. Ou bien tu dis, je vais faire un maximum de pipeline, et puis tu as des talents qui vont s'exprimer, et puis ça va être génial, et puis ensuite il y aura des fonds qui vont venir, qui vont investir. C'est l'exemple tunisien, ça n'a pas fonctionné. Les Tunisiens. C'est-à-dire, je vais pousser au tout début. Voilà, je vais créer du pipeline. Mais donc ça veut dire investir en pré-seed. En pré-seed, ouais, très tôt. Donc ça veut dire des accélérateurs, des incubateurs et de l'argent pour aider le tout début des projets. Alors moi, de mon point de vue, les incubateurs et les accélérateurs, c'est pas un super levier. Ok. Pourquoi? Parce que en fait, tu te rends compte que dans cette industrie, c'est comme Mira Murati. Tu vois, les mecs, ils sont pas dingues de mettre 2 milliards chez elles. Ça va être rentable, je pense. Ouais. Dans cette industrie, ce qu'il faut, c'est juste sélectionner les meilleurs et leur donner un peu de moyens. D'accord. Alors, tu as les programmes d'accélération qui, à la fin, ont un investissement. En général, arrivent à avoir les bons parce qu'il y a l'investissement à la fin. Mais en fait, tout ce qu'ils te font pendant tout le programme, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. On a cette lubie de l'accompagnement au Maroc. Ils veulent faire de l'accompagnement, de l'accélération, ils appellent ça comme ils veulent. Mais en réalité, les meilleurs projets ont besoin juste d'argent pour avancer. Les meilleurs entrepreneurs ont juste besoin d'argent et ils ont besoin que tu les embêtes pas trop. C'est comme ça que les plus belles boîtes se créent. Ensuite, tu as l'autre stratégie qui consiste à dire, bon, aujourd'hui on manque de deal flow. La meilleure manière de trouver du deal flow, c'est de créer des succès qui eux-mêmes vont créer de l'envie, qui eux-mêmes vont créer du deal flow. Donc je vais prendre le peu de succès qui existe et je vais leur remplir le fuel tank. Je vais leur remplir le réservoir d'argent et je leur dire, allez, maintenant vous explosez. Parce que lorsque je vais réussir à avoir une boîte qui fait une série A, qui peut-être va loin, qui peut-être fait un exit et revend la boîte, je vais créer une équipe qui a réussi, qui peut-être va faire d'autres projets. Bien sûr. Comme on a vu des employés de boîtes qui ont réussi, qui font d'autres boîtes. PayPal Mafia, exactement. Voilà. Et c'est créer des écosystèmes qui sont capables de créer ensuite d'autres entreprises. C'est ça que tu dis. Il y a 2 choses. Il y a d'une part l'effet PayPal Mafia. Donc la PayPal Mafia, c'est les anciens employés de la boîte qui créent des nouvelles boîtes. Qui ont appris. Ou qui créent des nouvelles boîtes, ou qui se transforment en business angel, ou qui se transforment en fonds structurés. C'est le cas, par exemple, du plus gros fonds du monde qui s'appelle Andreessen Horowitz. C'est des anciens entrepreneurs. De PayPal? Non. Pas de PayPal? Non, c'était Netscape. Ah oui, pardon, ils sont plus âgés que ça. Ouais. Ils sont plus âgés que PayPal. Ouais. Mais par exemple, Elon Musk, c'est PayPal. C'est PayPal. C'est la PayPal Mafia. La PayPal Mafia qui a fait aussi le Founders Fund, donc qui est un des autres hyper gros fonds, hyper prestigieux de la Silicon Valley. Et donc, tu as cet effet-là. Et de l'autre côté, tu as des gens qui sont là, qui vont commencer dans la vie et qui se disent, il y a une perspective qui s'appelle la startup. Parce qu'on a vu X, Y, Z le faire. D'accord. Donc, tu as ces 2 côtés-là. Tu as en même temps l'environnement de l'investissement, des gars qui vont, avec qui tu peux passer un quart d'heure, 30 minutes et qui vont t'impressionner parce qu'ils ont fait des choses incroyables. Et de l'autre côté, tu as des gens qui veulent réellement le faire parce qu'ils se disent j'ai des neurones qui tournent, j'ai fait une bonne école, j'ai fait une prépa, j'ai le cerveau qui tourne bien. C'est possible que je le fasse aussi. Et donc, en fait, ce que je disais, c'est que ou bien tu dis, je vais faire beaucoup de pré-seed et donc je vais faire beaucoup de pipeline, ou bien tu dis, je vais faire beaucoup de série A et je vais prendre le peu de pipeline que j'ai, je vais le surcharger en argent. Pour faire des succès. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut faire les 2. Il faut faire et du pipeline, mais pas en faisant de l'accélération, en faisant du vrai investissement de early stage. Capital risque, early stage. Ouais. Alors, qui sera peut-être pas rentable tout de suite.
peut-être, c'est vrai. Et en même temps de la série A pour créer les succès. Parce que tu es obligé à la fois d'avoir assez de deal flow et d'aider ensuite pour... Alors, il te faut tout de suite le deal flow, et une fois que sur les 100 que tu as fait, tu en as 10 qui commencent à faire des trucs sympas, il faut tout de suite les financer. T'as levé à la fois avec donc Leak, un petit tour, tu disais Business Angel, mais ensuite avec Wafer, t'as levé plusieurs fois, je crois, non? Oui. 2 fois, je pense. C'était des safes, donc on a fait plusieurs safes. Un safe, ça permet de lever tout au long Voilà. d'une période. Alors, le safe, c'est un document américain qui est standard et qui permet de lever très facilement, très rapidement. Les investisseurs vous donnent de l'argent sans même entrer dans le capital. C'est juste une promesse d'entrer dans le capital quand on va faire un round plus gros, un round ce qu'on appelle dans le jargon un round pricé. Donc ça se matérialise pas en un round. À chaque fois que tu signes un safe, c'est un safe à part entière. D'accord. C'est quoi un petit peu tes conseils pour cette partie-là de levée de fonds? On parlait de ça, des fonds, de l'importance des fonds d'investissement sur la place pour aider les entrepreneurs. Qu'est-ce que tu as appris un petit peu sur ça? À la fois sur Leak et sur Wafer maintenant. Il y a toujours cette même histoire que beaucoup d'entrepreneurs vivent, qui consiste à dire j'ai une super idée, j'ai une tête bien faite, limite j'ai même un MVP, j'ai une première version du produit, maintenant j'ai besoin d'argent, et donc s'il vous plaît donnez-moi de l'argent, et je vais faire une super belle boîte. Cette dynamique, c'est la mauvaise. C'est la mauvaise. Pourquoi? Parce que les fonds, l'humain en général, j'allais dire les fonds d'investissement, l'humain en général va fonctionner avec 2 choses quand il va s'agir de mettre un ticket. C'est 1, le FOMO, et 2, l'effet de levier. En fait, la seule raison pour qu'un fonds mette de l'argent chez vous, c'est qu'il pense qu'il va manquer une occasion. FOMO, c'est Fear of Missing Out. Ouais, Fear of Missing Out, exactement. Peur de manquer une occasion. Exactement. Et donc la seule manière de bypasser cette dynamique où en fait les gens n'arrivent pas à lever quand ils font ça, c'est de réussir à faire un tour de magie. Alors tour de magie, c'est la manière de dire dans une startup, il faut faire quelque chose et on ne sait pas trop comment. Et en général, quand tu regardes des entrepreneurs successful, il y en a toujours eu des tours. Ils arrivent toujours à un moment donné à faire un truc fou. Truc fou. Il faut réussir à faire un tour de magie pour déjà avoir un peu de traction, un peu d'énergie cinétique, un peu de mouvement, avant d'aller voir de ton côté. Voilà. Et il faut être très très bon. Ça, c'est une des choses que j'ai beaucoup sous-estimé. Moi, pendant longtemps, j'ai fait que dire on est les meilleurs élèves. Regardez, on a une super courbe, ça monte, on a le product market fit, etc. Donnez-nous, on est le meilleur élève pour vous. Il faut réussir à parler du passé pour dire on a fait des super choses, mais il faut aussi réussir à être très sales, à vendre une vision du futur, à vendre une equity story. Ça, pendant longtemps, je l'ai sous-estimé. Et c'est beaucoup plus important de dire ce que tu veux faire dans le futur, ce que tu veux construire. Les 2 sont importants. C'est-à-dire que d'un côté, il faut que tu viennes chez l'investisseur en lui disant je suis en train de changer le monde parce que regarde ce que j'ai fait. Et de l'autre côté, c'est de lui dire il faut qu'il sente le playbook. Il faut qu'il sente qu'il te manque juste un peu d'argent pour que ça explose. Il faut à la fois faire rêver de quelque chose de grand. Ouais. Et montrer qu'avec ce que tu as, tu réussis déjà à faire des choses de ton côté. Exactement. Tu es obligé de montrer les deux. Et tu parlais du fait que Leak, au final, il y a eu des difficultés avec certains cofondateurs associés, etc. Ouais. À quoi il faut faire attention quand tu montes une boîte pour poser des bonnes bases pour ne pas avoir ce problème-là? Parce que je crois que les 2 premières raisons pour lesquelles les startups fail ou ne réussissent pas, c'est un entrepreneur qui abandonne, parce que c'est difficile, ou des conflits entre les associés. Ouais. C'est très courant. Je pense qu'il y a 2 choses. Le premier, le plus évident, et peut-être le moins important aussi, c'est l'alignement des intérêts. C'est-à-dire qu'il faut monter un système dans lequel, quand ça marche pour quelqu'un, ça marche pour tout le monde. Ça, c'est une évidence que je suis en train de dire. Je suis en train d'enfoncer une porte ouverte, mais les manières de le faire peuvent diverger. Les Américains sont très très forts pour faire ça avec les systèmes de stock options, de vesting, etc. Aligner les intérêts avec des mécanismes pour que tout le monde aille dans la même direction. Exactement. Et le deuxième, qui est moins évident, mais de mon point de vue plus important, c'est de s'assurer quant au référentiel de valeur des personnes qui sont avec toi dans l'aventure. Référentiel de valeur.
Au sens large du terme. Pour l'entreprise. Ah, au référentiel de valeur de la personne. Ouais. D'accord. Ouais, au sens large du terme. Et pour ça, il faut bien connaître les gens. Oui. Donc en réalité, peut-être le conseil aussi, c'est de faire les choses avec des gens avec qui tu as déjà travaillé ou que tu connais déjà un petit peu. Ouais. Ce qui est compliqué en général quand tu te lances. Ça peut être ça. Il y a peut-être un troisième facteur qui est juste d'avoir de la chance. Moi, je sais que mon cofondateur, on s'entend hyper bien. Il faut faire un truc très difficile. C'est, je dis référentiel de valeur parce qu'à un moment donné, il faut savoir mettre son ego de côté. C'est très difficile pour tout le monde. C'est en particulier quand on est sous le feu de l'ennemi. Quand on est sur la ligne de front, sous le feu de l'ennemi, avec des bombardements de tous les côtés, et qu'on doit quand même enfoncer, on doit avancer, c'est très compliqué de le faire si on n'a pas une vision de la vie qui est commune. Ou en tout cas un common ground, un socle commun de valeurs. Ouais, absolument. Ok. Donc, on va arriver à l'aventure aussi, au Wafer, parce que j'ai envie que tu m'expliques tout sur la boîte. Des choses que j'ai compris, des choses que j'ai pas compris encore, donc j'ai envie de bien comprendre ça, et le sujet fintech, etc. Peut-être juste avant ça, on a parlé un petit peu du passage chez Hitch, où tu étais général manager. Ouais. Donc Hitch, ride hailing, ça veut dire concurrent de Uber, ça a été fondé en France, super belle start-up, et tu as été chef du coup au Maroc, c'est ça, général manager. Peut-être, qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que pour le coup, tu as monté des boîtes directement après tes études. Et là, c'était un passage après ces aventures entrepreneuriales et avant Wafer actuellement. Peut-être pour revenir sur ce passage-là, juste un petit peu, qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a eu un avant-après, tu vois? Est-ce que tu travailles différemment maintenant? Est-ce que tu as eu des apprentissages cette période-là? Définitivement, oui. Ça a très certainement été l'expérience qui a le plus leveragé, peut-être plus que l'époque de Family, ou alors différemment, qui a le plus leveragé je pense ma manière d'aborder l'exécution startup. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que tu es dans un environnement de très haute excellence. Le fondateur Teddy est un mec incroyable, c'est un super gars. L'autre partie qui est fondamentale, c'est que je vais le dire différemment. Les personnes qui ont fait du ride hailing ont très souvent fait des très bons entrepreneurs après. Tu regardes les boîtes qui produisent le plus d'entrepreneurs, même dans la région, je crois que la boîte qui a fourni le plus de fondateurs de start-up, c'est Karim, dans toute la région MENA. Ok. Je ne suis pas sûr de ce chiffre, mais je ne pense pas trop prendre de risques. Comment tu te l'expliques? Pourquoi et si tu regardes dans le monde, c'est la même chose avec Uber, Lyft, Hitch, tous les Bolt, tous les gros acteurs. Donc il y a une conclusion forte qui peut ressortir de ce postulat, c'est qu'en fait, la meilleure université d'excellence pour faire de la startup, c'est probablement le ride-hailing. Probablement. Parce que le ride-hailing a cette particularité d'extrême efficacité en termes de marketplace pur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des voitures tout le temps pour servir des clients tout le temps dans une zone géographique donnée. Donc en fait, toute cette difficulté que tu as à créer l'effet supply et demand en même temps, qui croît en même temps, peut-être que la discipline la plus difficile pour le faire, c'est le ride-hailing, et celle qui produit en même temps le plus d'échecs et le plus de réussite dans ce genre de configuration, c'est le ride-hailing. Pourquoi? Parce que c'est très le contraire de rentable. C'est très coûteux quand tu n'as pas atteint une taille critique, et ensuite c'est hyper rentable quand tu atteins une taille critique. Et donc en fait, tout est basé sur la qualité de l'exécution qui est faite et de la quantité d'argent que tu peux mettre dans cette exécution. Absolument tout. Et une fois que tu as réussi à le faire, quand tu as une position dominante dans une marketplace, dans une zone géographique, la défensabilité que tu as, elle est hyper haute, parce que pour réussir à venir convertir les drivers, pour ensuite convertir les clients, c'est ultra cher pour un nouveau player. Et en plus, la particularité qu'on avait chez Hitch, c'est qu'ils étaient très en retard du point de vue du produit. Par rapport à des concurrents. Par rapport à Uber, par rapport à Bolt, Ils étaient très en retard. Et donc, en fait, la consigne que j'avais 10 fois par jour
de Teddy, je m'en souviens très bien, c'était tu te débrouilles, tu fais tout à la main. Tu fais tout à la main. Tu n'essayes pas de les rattraper. Le but, c'est de faire. Et on bien. était leader hein, au Maroc. On était leader. C'est pas juste parce qu'on faisait tout à la main, c'est aussi parce que Itch à ce moment-là avait mis les budgets. Il y avait les budgets, le budget était, je pense, correctement dépensé. Ça allait principalement sur la supply, ce que je te disais tout à l'heure. Et on avait construit. On était dans une configuration où la quantité d'argent qu'on dépensait pour acquérir un trajet, elle était divisée par 5 en quelques semaines. La quantité de trajets, il avait été multiplié. On est parti de presque 0 à plusieurs dizaines de milliers de trajets par semaine. Et l'ITA, donc la quantité de temps en moyenne, on était parti de plusieurs minutes à presque 3 minutes. On était quasiment à 3 minutes à la fin. Génial. Et donc une marketplace qui était sur le point de tourner très très correctement. Et donc, ce que tu dis, c'est que c'est le côté exécution, c'est le côté excellence. C'est ça que tu as appris chez Itch, c'est-à-dire l'excellence dans l'exécution, dans les opérations, etc. Ouais. Et dans un business qui est un des plus complexes. Ouais. C'est une bonne manière de résumer. Donc, pour le coup, c'est... et oui, tu as raison. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont sortis d'Uber, de Lyft, etc. C'est des boîtes qui ont créé beaucoup d'entrepreneurs. Ok. Tu es chez Itch et je crois que tu lances Waffer juste après Itch. Comment ça s'est passé? C'est l'envie de relancer un projet qui est venu rapidement? C'est une opportunité que tu as vue, tu t'es dit je peux pas la rater, j'y vais? Comment s'est passé ce switch-là? C'est un peu ça. C'est-à-dire que quand j'étais chez Itch, je me disais déjà que je voulais redevenir entrepreneur. Mais Itch a très largement participé, enfin, ou les learnings de Itch ont très largement participé à la construction de la réflexion. Parce que, en fait, je me souviens très bien, à l'époque, c'était en 2018. La Banque du Maroc était en train de sortir l'agrément des établissements de paiement. Je me rappelle, j'avais lu la première version de la circulaire. Et le truc qui m'a sauté aux yeux, c'est mais ils sont en train d'essayer de faire une marketplace. C'est-à-dire qu'ils veulent que les gens adoptent le mobile. Pour que les gens adoptent le mobile, il va falloir qu'il y ait des fournisseurs des services mobiles. D'accord. C'est une marketplace, le mobile. Et ensuite, je me dis, mais ils vont pas y arriver, en fait. Même s'ils vont donner ça à des banques ou à des filiales de banques, ils sont très forts pour faire plein de trucs, mais pas pour faire de la marketplace. Et alors, avec toute l'humilité du monde, je pense qu'aujourd'hui, enfin, quelques années après, c'était en 2018, on est en 2025, il faut faire l'amer constat du fait que le mobile n'a pas décollé au Maroc. Oui, c'est ça. Et si le mobile n'a pas décollé au Maroc, de mon point de vue, c'est principalement du fait d'un manque de distribution des services mobiles. D'accord. On peut en parler en long, en large et en travers, mais c'est principalement pour ça. Je suis intéressé parce que c'est aussi... ça fait partie de la réflexion sur ce que tu fais chez Waffer, etc. Et tu penses que ça vient de quoi? Ça vient du fait justement que tu n'as pas assez de solutions qui ont été construites, qui sont utilisées par les gens et qui vont les pousser à utiliser leur mobile? Moi, je pense différemment. Donc, je sais que c'est ce que Smaïl Belkhiat avait dit. Smaïl Belkhiat disait qu'il faut créer un écosystème autour du mobile. Moi, c'est pas ce que je pense. Même si Smaïl, c'est mon ami, on parle 3 fois par semaine et je respecte parfaitement son avis. Moi, ce que je pense, c'est qu'au contraire, il faut pas faire d'écosystème. Il faut focuser sur un cas d'usage très précis. De mon point de vue, alors on enlève mon point de vue. Si on regarde les benchmarks, dans des pays qui sont similaires au Maroc, ou même pas, souvent même moins riches que le Maroc, même par capita, le mobile fonctionne très 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 bien, mais il y a un point de distribution pour les utilisateurs mobiles pour 350 habitants. Alors, attends, juste, je pense qu'il faut qu'on explique un peu les mots. Donc là, quand on parle de mobile, on parle de mobile payment. On parle de paiement mobile? On peut soit de mobile payment, soit de mobile peer-to-peer, de services financiers mobiles. Mobile peer-to-peer, tu peux expliquer? C'est le fait d'utiliser. Aujourd'hui, quand on veut envoyer de l'argent au Maroc, encore une fois, quand on est dans le mass market, on se déplace dans une boutique, Daman Cash, Lana Cash, Shabi Cash, Wafa Cash. On donne le cash, on reçoit un bout de papier sur lequel il y a un code. Ce code, on le prend en photo sur WhatsApp, on l'envoie à la personne à qui on veut envoyer de l'argent. Elle va dans le magasin de la même marque et elle retire l'argent. Donc, quand tu dis mobile,
on parle de mobile peer-to-peer, c'est-à-dire le fait d'envoyer, par exemple, de l'argent d'une personne à une autre. Le même cas d'usage que je viens de décrire au Sénégal, C'est que du mobile. la personne va aller au coin de la rue, elle va donner le cash à une petite boutique, elle va voir le cash sur son application immédiatement, elle va l'envoyer à la personne à qui elle veut l'envoyer, juste avec son numéro de téléphone sur l'application. La même chose avec M-Pesa au Kenya, la même chose avec Vodafone Cash en Égypte, la même chose, etc., etc. Et donc dans l'ensemble de ces pays, il y a un KPI qui est systématiquement le même. Les endroits où on peut acheter et vendre ses services financiers, donc que ce soit remplir son compte, ou sortir de l'argent de son compte, ou tous ces services-là, il y en a un pour 350 habitants. Au Maroc, c'est un pour plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Donc, comme on disait tout à l'heure, l'équivalent des 3 minutes pour, pour Uber, C'est un sujet pour Hitch, de network. pour toi, le sujet le plus important pour avoir plus de mobile, C'est la supply. ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la supply. Donc, c'est ces endroits-là où tu peux aller physiquement te rendre, qui soient assez proches. Ouais. Donc, elle a dit que la quantité de temps dont tu parlais, toi, tu as la même vision, mais avec la quantité de temps pour aller à l'endroit. Exactement. On parle de ça. Ok. Exactement. Ok. Exactement. À partir du moment où tu vas atteindre une taille critique, alors attention, hein, il faut faire un gros disclaimer, on a oublié d'en parler jusque-là, c'est le network effect modulo le prix. Le prix n'étant généralement pas un très gros problème en particulier en phase de scale, parce que ce que tu veux, c'est avoir assez de clients pour que même à un prix bas, tu puisses être très rentable. D'accord. Mais il faut le dire quand même. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir demain mettre des voitures partout, dire je vais faire 3 fois le prix du taxi et penser que les gens vont commencer à utiliser. C'est pas vrai. On peut dire à prix égal, c'est le truc le plus important. Et après, tout dépend de, on va dire, à quel point le prix impacte ce chiffre-là, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Voilà, exactement. Je parle du prix parce qu'aujourd'hui, sur cet exemple concret, les prix des transferts au Maroc sont très, très, très élevés. En particulier quand tu es sur des fourchettes d'envoi qui sont basses. Si tu vas envoyer 200 dirhams, ça te coûte très, très cher au Maroc. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens ne font pas de petits envois, ils font que des gros envois, alors que normalement ce qu'il faudrait, c'est que les gens puissent envoyer l'argent très facilement avec des très petits montants, même pour des petits, pour des très petits filles, même pour des petits montants. Et ça, c'est une vision qui s'est construite petit à petit, ou c'est déjà un petit peu la réflexion du début qui te pousse à lancer Waffer? Comment tu te lances? C'est quoi un petit peu la vision? Ouais, non, c'était un peu ça. En fait, c'était alors, effectivement, aujourd'hui, on a des convictions très fortes. Qui sont construites, bien sûr. On a des convictions même quant au quantitatif. Si je suis capable de te donner un ratio de points de commercialisation des services financiers par habitant, c'est que j'ai regardé un peu le sujet. Mais c'est-à-dire que cet instinct migrateur, je l'avais déjà à l'époque. C'est-à-dire que je savais que c'était, je pensais que c'était un sujet de distribution. Le mobile est d'abord un sujet de distribution avant d'être un sujet de quoi que ce soit d'autre. C'est un sujet de distribution. Et quand tu dis distribution et les endroits dont tu as besoin, par exemple, c'est pour déposer du cash, récupérer du cash. Tu parles de ça. Déposer du cash, récupérer du cash, mais à partir du moment où tu déposes et tu récupères du cash, et que par conséquent, la probabilité que ton cash soit sur ton mobile davantage qu'en argent liquide dans ta poche, ben, ça veut dire aussi que ce cash, tu peux l'utiliser pour payer. Et donc, en fait, quand tu commences à faire que il y a une corrélation entre la quantité de distribution que tu as, la quantité d'argent que les gens vont s'échanger avec le mobile et la quantité d'endroits qui vont accepter de se faire payer avec un mobile ou avec une carte Visa ou Mastercard ou CMI. Parce que, en fait, les gens vont commencer à demander à payer en cash. D'accord. Et aujourd'hui, si tu regardes, ça doit faire 30 ou 40 ans ça doit faire une trentaine d'années qu'on a des cartes Visa et Mastercard au Maroc. On a 20 ou 30 000 marchands qui sont réellement actifs avec des TPE. D'accord. Alors qu'il y a des millions de marchands dans le pays. Et encore mieux que ça, si tu fais une dépense moyenne du Marocain, tu as un coefficient budgétaire alimentaire qui est de 40% à peu près, et tu as 85% de l'alimentaire qui va dans des boutiques informelles. Aucune de ces boutiques informelles n'accepte de se faire payer autrement que par du cash. Et donc, en fait, tu es dans une configuration où si tu n'as pas ton argent, on va le dire différemment, si tu as ton argent sur le mobile, bah, un paiement sur 3, donc 40%, donc 85% de 40%, grosso modo un paiement sur 3,
tu peux pas le faire. Le taux de succès est bas. Ouais, parce que tu ne trouveras pas les endroits où payer Bah oui. dans toutes les manières. Tu vas à l'épicerie du coin, tu peux pas payer avec une Visa. Et donc, la probabilité que tu mettes ton argent sur un compte, qui est le but ultime de la Banque du Maroc, des banques, etc., et même c'est un but très important pour le développement du pays. Bah, en fait, tu peux pas l'atteindre. Et une fois que tu commences à réfléchir à ça et que tu te dis, OK, je me lance. D'ailleurs, c'est pas le même cofondateur qu'avant. Tu trouves un cofondateur pour Wafer. Comment ça s'organise? Ouais, exactement. Donc, mon cofondateur s'appelle Reda, il est exceptionnel. C'est un tech. Omar n'était pas tech, ni Omar ni moi ne sont tech. Donc, pour Wafer, effectivement, c'est un cofondateur tech. On a une complémentarité qui est incroyable. Et voilà. Et donc, une fois que tu as un petit peu cette vision, cette intuition-là, comment vous lancez? C'est quoi un petit peu le premier produit que vous avez envie de lancer? Bah, le premier produit qu'on a envie de lancer, c'est un wallet. Et donc, le premier réflexe qu'on a, c'est d'aller voir l'ensemble des établissements de paiement, des banques de la place, en leur disant, est-ce que vous pouvez nous donner une API? Une API, c'est une connexion. Voilà, c'est un protocole informatique. Qui permet d'envoyer et de recevoir de l'information. Voilà, qui permet, pour le dire de manière plus comestible, c'est une manière, c'est la seule manière qu'une startup qui n'a pas d'agrément va pouvoir faire quand même son application et utiliser l'agrément d'une banque qui a un agrément. Et donc, il va pouvoir faire une fintech. Ce qu'on appelle la marque blanche. C'est-à-dire concrètement, moi j'ai ma marque, mais derrière ma marque, il y a des comptes avec du vrai argent qui transacte. Mais moi, je n'ai pas d'agrément pour faire transacter de l'argent, donc je vais utiliser par le biais d'une API l'agrément d'une banque. Ça existe partout dans le monde, ça commence à exister au Maroc. D'accord, hyper intéressant. Vous vous dites, bon, on a envie de faire un wallet, vous allez voir des banques, mais là, à ce moment-là, c'est très compliqué d'avoir des API. Je pense que ça n'existait pas. Ça n'existait pas. On a eu des expériences absolument incroyables avec des banquiers qui nous disaient, mais c'est nous la banque, pourquoi on va foutre? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? On a dit, non, mais ça existe un peu partout dans le monde. Regardez, il y a un truc. Je me souviens même une fois d'avoir été sur le site de Trésor, qui est donc l'établissement de paiement de la Société Générale en France, et j'avais été sur la page où vous montrez tous les services qu'on pouvait consommer. Je dis, regarde, tu peux émettre une carte, tu peux créer un compte, tu peux faire un KYC, etc. Après, bon, il y en avait avec qui il n'y a pas eu de match, mais il y en a eu d'autres avec qui nous disaient, oui, c'est une super idée, faisons-le, et puis on fait un partage de revenus, et puis si ça fonctionne, ce sera bien pour nous deux. Mais après, en fait, ce dont on ne se rendait pas compte, c'est que il y avait un sujet, il faut qu'on arrive à trouver un partenaire. Ça a été relativement possible, facile possible. Une fois qu'on a trouvé le partenaire, il y a une partie très, très compliquée qui est celle qui a trait à l'exécution de la connexion API. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'à cette période-là, les partenaires n'avaient pas d'API. L'API, c'est un vrai système d'information qui doit être exposé à des tiers, qui doit garantir une certaine norme de sécurité, qui doit garantir de pouvoir permettre un certain nombre de choses pour le prestataire, c'est-à-dire des grilles tarifaires, etc. On s'est rendu compte d'une seconde chose, c'est la nécessité pour les banques d'être agiles. En gros, quand tu leur dis je veux faire ça, ils te disent oui, mais entre le moment où ils te disent oui et le moment où ils sont capables de te fournir une API qu'ils n'ont pas encore, il peut s'écouler 3 ans. Ouais. Et donc on a passé plus de 2 ans à essayer de mettre le produit sur le marché sans y parvenir. En se disant on a envie de faire un wallet, ouais. Donc il faut passer par là. Ouais, exactement. Ok. Exactement. Une fois que vous dites, bon, ça va être compliqué de le faire en wallet, en API, etc., comment vous switchez, comment vous modifiez le modèle pour réussir à mettre un produit sur le marché? Au bout d'un moment, on se dit il faut commencer. Donc on se dit on va commencer sans mettre des vrais comptes sur l'application. On va mettre juste des comptes qui ont un collatéral, qui est un asset qui n'est pas régulé, mais qui est très liquide. C'est la recharge téléphonique. Donc on commence comme ça, on met la recharge téléphonique dans le wallet, on permet à nos marchands d'aller déposer l'argent dans un réseau de cash partenaire, donc qui est Chabi Cash et Tsilet, le réseau cash de M2T, qui est un de nos grands partenaires aujourd'hui et qu'on embrasse très fort s'ils nous regardent.
Et en gros, le chiffre qui est collecté par M2T arrive chez nous. On utilise ce chiffre pour aller acheter de la recharge téléphonique qui est stockée chez nous. Et une fois que les utilisateurs utilisent le wallet, c'est forcément pour faire de la recharge téléphonique. Et donc, le cas d'usage qu'on a commencé à adresser, c'est celui des petits épiciers de quartier, puisque tous vendent de la recharge téléphonique. Et donc, on leur a donné une proposition de valeur qui est celle qui consiste à dire, aujourd'hui, toi, tu as 3 Adam. Alors, les Adam, dans le langage du Hanout, c'est l'ancien téléphone qui n'est pas un smartphone. Les caisses tomber Exactement. La recharge. Il en a un pour chaque opérateur, avec un crédit dans chacun. Donc, nous, on lui a dit, on te fait une app, tu as qu'à l'installer sur ton smartphone. Tu as un crédit dessus qui marche pour les 3 opérateurs et tu as des réductions qui sont aussi bonnes que celles du Adam que tu achètes auprès de ton grossiste. Et avec cette proposition de valeur très simple, on a eu un product market fit fantastique. Il y a cette partie-là, produit, où vous avez travaillé sur le produit, etc. Mais il y a aussi la partie, encore une fois, on parlait de marketplace, où il faut convaincre Moulin Houent d'utiliser votre plateforme. C'était compliqué cette partie-là? Comment vous avez réussi à les convaincre? Alors, ça n'a pas été si compliqué que ça. Ça n'a pas été aussi compliqué que ça. On a juste fait de la publicité sur Facebook et Google. Donc, les gens se sont mis à installer notre application, à aller chez Tsehilet, recharger la première fois 50 dirhams, l'utiliser, voir que ça fonctionne, que ça leur apporte du profit, et repartir une deuxième fois chez Tsehilet, recharger. Mais comment vous les avez ciblés sur Facebook? Avec principalement, donc, au début, c'était Broad. Et puis quand on a commencé à avoir des utilisateurs, c'était des audiences lookalike qu'on serrait. Ok, donc vous développez Wafer comme ça, mais toujours avec l'idée de passer en API et de passer en wallet, etc. Bien sûr. Une fois que tu vois que vous réussissez à avoir des utilisateurs sur la closed loop, tu disais, donc le fait de le faire comme ça sans forcément avoir la connexion avec une banque, comment tu relis ça avec ta vision plus globale, c'est justement de réussir à construire cette connexion-là, et voilà, comment tu vas vers cette vision? J'avais une conclusion très très forte après avoir parlé à plusieurs banquiers pendant 2 ans et demi, après avoir travaillé avec certains d'entre eux, c'est qu'il y avait un stakeholder sur la chaîne qui les intéressait beaucoup, c'est l'épicier. Et nous, aujourd'hui, le plus grand actif qu'on a, c'est qu'on a réussi à rentrer chez l'épicier. Aujourd'hui, je pense qu'on est l'acteur qui propose une fintech avec du le flottant, c'est le crédit qui est chez qui permet à l'épicier de commercialiser les services. On est les seuls à avoir rassemblé un nombre d'épiciers qui est aussi grand que ce qu'il est aujourd'hui au Maroc. Il n'y a personne qui a fait ce qu'on a fait. Et cet asset-là, il est très, très, très important. Pour une banque, je vais juste expliquer en quelques mots. En fait, comme je le disais tout à l'heure, si on n'a pas la distribution, si on n'a pas la supply, on n'a pas la demande. Et à partir du moment où les Marocains ont la supply, tout ce que tout le monde pense, c'est qu'ils vont utiliser beaucoup moins de cash, ils vont mettre l'argent sur leur wallet. Cet argent-là, à la fin de la journée, il est stocké sur un compte de cantonnement, qui n'est pas un compte d'établissement de paiement, qui est un compte bancaire. Et à partir du moment où l'argent est sur le bilan de la banque, c'est de l'argent sur lequel la banque peut faire de l'effet de levier. Et donc les banques savent effectuer des corrélations entre la quantité d'argent qu'ils arrivent à collecter et la quantité de PNB, donc le chiffre d'affaires de la banque, qu'ils arrivent à générer. D'accord. Et donc en fait, la long story short, pour faire très court, si les épiciers se mettent à distribuer des services financiers, les banques gagnent beaucoup plus d'argent que ce qu'elles ne gagnent aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les banques font 80% de leurs revenus avec de l'effet de levier sur la dette. Et que 20% sur toute la partie transactionnelle. Donc nous, toute la baston. L'effet de levier sur la dette, tu veux dire, plus elles ont de l'argent sur leur bilan, plus elles réussissent à avoir un montant important à prêter, et les revenus viennent par... C'est même pire que ça. En fait, pour chaque pour chaque dirham qui est déposé sur un compte en banque au Maroc, il me semble, je n'en suis pas certain, mais qu'il y a entre 9 et 12 dirhams qui sont prêtés par la banque. Voilà, c'est ça. Okay. Donc, s'il y a 1000 dirhams, ils peuvent prêter 9 à 12 fois 1000 dirhams. S'il y a 1 milliard de dirhams, 9 à 12 fois 1000 dirhams, etc. D'accord. Etc. Et donc, la rentabilité de la banque, c'est la quantité d'argent que j'ai prêté fois le taux auquel je l'ai prêté, fois l'effet de levier. Exactement. Ouais. Et donc là, on comprend le lien entre les épiciers et la rentabilité de la banque. Entre les épiciers et la rentabilité de la banque, c'est que plus tu as la supply, plus il y a l'utilisation, plus il y a de l'argent qui est déposé,
Et plus, vu que cet argent, il n'est pas déposé nulle part, il est déposé dans des banques, plus c'est intéressant pour les banques. Voilà, exactement. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible justement d'avoir ces connexions-là? Je pense que ça commence à se faire, mais depuis peu de temps. Et tu vois, comment tu as vu un petit peu évoluer l'écosystème FinTech entre le début et maintenant? Alors, c'est le jour et la nuit. Il a complètement évolué. Aujourd'hui, effectivement, il y a des startups qui sont connectées à des BaaS. Donc, BaaS, c'est Bank as a Service. Ce sont en général des établissements de paiement. Il y en a 3 aujourd'hui au Maroc. Il y a donc Cheri, il y a M2T et il y a l'Anakash, qui sont 3 établissements de paiement qui proposent des API aux startups qui leur permettent de venir les consommer, se mettre d'accord sur un système de partage de revenus. Et ils le font avec beaucoup de bienveillance, les 3. Ok. Pour que les fintechs puissent exister. Donc, en 2019, quand on a commencé avec Reda, il y avait une dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on parlait aux gens, ils ne comprenaient pas vraiment. D'accord. Puis depuis, ce qui s'est passé, c'est que le mot fintech est devenu un peu magique. Tout le monde parle de fintech. Tout le monde veut faire de la fintech. Les gens, et je pense que dans les hautes sphères, dans la nomenclature marocaine, on a compris une chose, c'est qu'il y avait une corrélation très très forte entre inclusion financière et fintech. Je pense que ça a été très profondément compris. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une volonté du régulateur qui est de la fintech. D'ailleurs, ils ont créé une association qui s'appelle le Morocco FinTech Center. D'accord. Les startups aussi ont créé une association de fintech qui est en cours de création. Qui a et donc tout ce monde-là est en ébullition pour réussir à faire qu'il y ait de la fintech plus facilement. Il faut savoir un chiffre aussi, c'est qu'il me semble, je ne suis pas sûr encore une fois, mais je ne dois pas être loin de la réalité, que les investissements en capital risque en Afrique, il y a 60% qui va à la fintech. 60% qui va à la fintech. Ouais, c'est le numéro 1 de loin. C'est énorme. La dernière grosse levée d'Afrique qui date il y a une semaine ou 2, c'est Wave qui lève, en plus des 300 millions qui sont déjà levés, 135 millions de dollars pour aller développer 1 ou 2 autres pays. C'était de la dette, mais bon, parce qu'ils ont déjà levé beaucoup. Ouais, c'est au Sénégal. Wave, c'est au Sénégal. Mais ils sont dans plein de pays, mais ils ont commencé au Sénégal. Exactement. C'est une super boîte. Ouais, donc la fintech, c'est vraiment beaucoup développé. Et du coup, aujourd'hui, vous en êtes où avec Wafer? Et aussi, c'est quoi les prochaines étapes pour vous? Dans quelle direction vous voulez aller? Et d'ailleurs, je suis aussi curieux de comprendre qu'on parlait de services financiers qu'on pouvait un petit peu distribuer, que tu nous expliques ce qui serait possible. Ouais. Ben, en fait, nous, le but qu'on poursuit, c'est clairement celui de l'inclusion financière. C'est-à-dire qu'on pense que ce qu'on souhaite en tout cas, c'est que l'intégralité des Marocains arrêtent de transacter avec du cash et qu'ils utilisent un wallet. Et on pense que la seule manière de réussir à atteindre cet objectif, c'est de faire que tous les épiciers du Maroc se transforment en fournisseurs des services financiers, services financiers. Et donc le but qu'on poursuit, la vision qu'on porte, c'est celle qui consiste à convertir la majorité des épiciers du Maroc pour convertir la majorité des Marocains au service mobile. Et quand tu dis service financier, ça peut être quoi? Ça peut être, alors, les services financiers, on peut les diviser en 2 grandes parties. Il y en a évidemment plus, mais ceux dont on parle en général, c'est ce qu'on appelle les rémittances et la compensation. Les rémittances, c'est transférer de l'argent, que ce soit à l'international ou national. D'accord. Donc, j'envoie de l'argent à partir de la France vers le Maroc ou j'envoie de l'argent du Maroc vers le Maroc. Et ça, il y a différentes manières de le faire. On peut le faire ce qu'on appelle en cash-to-cash ou en peer-to-peer. Donc, cash-to-cash, c'est le Western Union ou le RIA ou le MoneyGram standard. C'est-à-dire, je vais dans une boutique dans le 9-3, dans un quartier qui est à large dominante maghrébine. Il y a une boutique où il y a une ancienne Western Union. Je vais donner 300 €. Et puis au Maroc, et puis je vais envoyer un code. Et au Maroc, la personne qui reçoit le code, elle va aller dans un chez Bcash et elle va retirer l'argent que je lui ai envoyé. Le peer-to-peer, c'est je vais me mettre sur une application, je vais mettre ma carte et je vais envoyer de l'argent qui va arriver directement sur le compte en banque de la personne. Et donc, c'est rémittant et peer-to-peer au Maroc, c'est je vais prendre un wallet, je vais envoyer de l'argent juste avec le numéro de téléphone. D'accord. Donc, cette industrie-là, donc une partie de cette industrie, c'est ça. C'est donc les rémittances. Et l'autre partie, c'est la compensation. La compensation, c'est par exemple, je vais venir payer ma facture d'eau, ma facture d'électricité, mes impôts, n'importe quel autre service. Et tu vas pouvoir directement le faire près de chez toi. Voilà. Ou près de chez toi, dans un point de vente physique où tu vas venir payer en cash, ou alors directement à l'intérieur d'une interface applicative. Si par exemple, moi j'ai un wallet et que ce wallet propose des services de compensation, par exemple payer l'eau, payer ma facture d'eau, payer ma facture d'électricité,
ben, je vais pouvoir le faire directement via l'application avec l'argent que j'ai sur mon compte. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, dans la start-up, au Maroc, tu vois, en particulier? C'est un marché que tu connais très bien, où tu as monté plusieurs boîtes. Quel conseil tu donnerais? Le conseil que je lui donnerais, c'est la principale des choses qui va faire que tu n'iras pas à l'entrepreneuriat, c'est le risque de ne pas y arriver. Or, la seule chose qui peut se passer si ça ne fonctionne pas, c'est que l'entreprise foire. Et ce n'est pas vraiment un risque parce que ce que tu auras appris en faisant ce voyage, ça sera plus que si tu avais fait un MBA à Harvard. Et donc, le seul conseil que je donnerais, c'est ne focus pas sur qu'est-ce qui peut se passer de mal parce que le pire des cas est un très bon cas. Et si ça fonctionne, bah, c'est un super cas de figure aussi. Donc, tu n'as rien à perdre. T'as rien à perdre. Le temps que tu vas passer à faire une boîte qui ne fonctionne pas, ce ne sera pas du temps perdu. Est-ce que lorsque des gens viennent vers toi et te disent j'ai envie de monter une fintech par exemple, est-ce que tu donnes les mêmes conseils? Ou est-ce qu'il y a des conseils différents que tu donnes avec ta compréhension de ce secteur particulier? Bah, en général, le conseil que je vais donner, c'est qu'il faut y aller, il y a plein de choses à faire. Ensuite, ce que je vais essayer de faire, c'est je vais essayer d'aiguiller. Parce que faire une fintech, il y a quand même une marche à gravir qui est élevée. Et donc, fonction de ce que la personne cherche à faire, je vais essayer d'aiguiller soit vers la bonne personne, soit vers la bonne manière de faire ce que la personne cherche à faire. D'accord, ok. En dehors de la start-up et de l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimes faire qui sont importantes pour toi? Les gens qui me connaissent te diront très certainement que je suis un passionné du Maroc. Ok. Je pense être quelqu'un de très patriote. Et donc à côté, c'est parallèle à la start-up, mais c'est en même temps à un moment donné, ce sont deux choses qui convergent. Ce que je souhaite, c'est beaucoup participer au développement du pays. D'ailleurs, c'est l'une des choses qui faisait que je voulais rentrer après les études. Alors on le fait un petit peu en faisant de la start-up, mais il y a plein d'autres manières dont j'aimerais bien le faire. Pas en faisant de la politique, mais plein d'autres manières. Et il y a plein d'autres sujets que j'aime, alors qui ont rien à voir, mais j'adore le monde militaire, j'adore ça. Ok. J'adore le monde militaire, les avions de chasse en particulier. Comment c'est venu ça? Probablement tout petit, Top Gun. Et donc ça t'intéresse de te renseigner sur les avions de chasse, Ah ouais, etc. ouais, j'adore ça, je suis comme un gamin. Incroyable. Je suis comme un gamin sur ces sujets-là. Je pense que si aujourd'hui, c'était pas le cas en 2019, mais c'est le cas aujourd'hui, si c'était pas Wafer, j'aurais probablement monté une boîte dans l'armement. Ok. Si j'étais pas sur Wafer. Il y a des choses incroyables qui sont possibles à faire, en particulier en drone, en missile. Tout le monde parle de drone là en ce moment. Ouais. Et il y a deux grands sujets qui m'intéresseraient beaucoup si j'étais pas... En fait, la grande question que je me pose, c'est quelle est la distance la plus courte pour créer le maximum d'impact au Maroc. D'accord. Et de mon point de vue, il y en a deux. Il y a le militaire, pour des raisons évidentes, et il y a l'énergie. Très intéressant. Ouais. Très intéressant. Donc ce seraient les deux autres sujets qui t'intéresseraient. Ouais. Militaire, c'est un milieu hyper compliqué où les gens, justement, il y a une vraie barrière et c'est des sujets difficiles parce que scientifique, technique, etc. Et hyper intéressant, je pense. Ouais, mais c'est facile, tout le monde le fait. C'est normal que ce soit difficile. Les choses qui comptent vraiment sont difficiles. Exactement. Et sur l'énergie, c'est quoi un petit peu ta vision du sujet? L'énergie, pourquoi? Parce qu'en fait, les pays qui se développent sont des pays qui sont capables de disposer d'énergie à bas coût qui convertissent en PIB. C'est la seule chose qui est vraie à propos de tout le développement de tous les pays dans l'histoire de l'humanité. C'est clair, c'est l'énergie. Ouais. Et au Maroc, c'est un sujet qui est central pour le développement. Et il y a plein de sujets qui sont naissants. Alors c'est vrai que la distance est très certainement un peu grande parce que il y a l'hydrogène / l'ammoniac qui est en train d'avancer. Il y a l'électricité avec les batteries, avec tout ce qu'on peut faire pour faire la transition entre une majorité de voitures qui fonctionnent au diesel à des voitures qui fonctionnent en électrique, qui peut de beaucoup rationaliser la balance des paiements au Maroc. Aujourd'hui, le gros problème de la balance des paiements, c'est la facture pétrolière. Intéressant. Et tout ce qui est nucléaire. En fait, aujourd'hui, tout ce qui est nucléaire, il y a plein de boîtes start-up qui se montent sur les sujets SMR, par exemple.
SMR, C'est Small Modular Reactor. C'est des D'accord. petites centrales nucléaires qui sont construites en usine, à la chaîne, qui coûtent beaucoup moins cher et qui ont un ratio de CAPEX sur rendement qui est plus élevé que les EPR, les énormes centrales françaises, qu'on a beaucoup de mal que même la France aujourd'hui a beaucoup de mal à construire. Il y a des startups qui sont sur ce créneau. Bien sûr. Hyper intéressant. Bien sûr, tu as des startups qui font Y Combinator avec pas de produit, parce que c'est un SMS, c'est une centrale nucléaire. Tu Bien peux sûr. Ouais. Donc, encore une fois, là, on n'est plus dans du SaaS ou de la marketplace, on est dans du vrai hardware de taille importante. Et en plus, on est dans une configuration un peu particulière au Maroc, on ne le sait pas souvent, mais les plus gros producteurs d'uranium au monde, c'est le Kazakhstan, le Niger, le Canada et l'Australie. Mhm. Je crois que j'en oublie un, moi, il m'a les quatre. Alors que les plus grosses réserves d'uranium au monde, de très loin devant ces pays, c'est le Maroc. Ah ouais. Ouais, c'est le Maroc. Sauf que c'est un phosphate, un uranium qui est contenu de manière un peu différente. Je ne saurais pas rentrer dans la technicité maintenant. Mais c'est corrélé aux réserves de phosphate qu'on a. Donc on est le pays avec les plus grandes. Donc il y a des procédés d'extraction qui doivent être montés qui sont différents de ceux qui existent par ailleurs, Bien etc. sûr. Enfin, tu veux dire, il y a de la réserve, mais la forme est différente et donc c'est pas les mêmes procédés, etc. La C'est pas forme est aussi simple différente. entre guillemets. Mais là, l'OCP vient de monter une filiale qui va faire ça. Ils vont faire ce qu'on appelle le yellow cake. Donc le yellow cake, c'est le concentré d'uranium qui ensuite peut aller dans les centrifugeuses d'enrichissement. Et donc, tu as plusieurs sujets. Tu as ce sujet Yellow Cake, donc, qui est adressé par l'OCP. Tu as le sujet enrichissement, pas pour le nucléaire militaire, mais pour le nucléaire civil. Ouais. Tu as les sujets designer, essayer de construire des petites centrales qui ont des très, très forts rendements. Et au bout du bout, tu te rends compte que si on arrive à mettre beaucoup de jus de cervelle, on est dans une configuration au Maroc, on peut créer de l'énergie pas chère, et qui aurait pour résultante d'aider de beaucoup dans le développement du pays, parce que l'une des choses qu'on pourrait faire en faisant de l'énergie pas chère, c'est d'une part, on pourrait de manière très rapide diminuer la facture énergétique, la facture pétrolière, et donc rééquilibrer la balance des paiements. Ouais. On créerait évidemment énormément d'activités économiques avec tout ce qu'on ferait. On serait même en mesure de créer... Donc, je ne sais pas si tu connais l'histoire, tu as l'hydrogène gris, l'hydrogène vert, l'hydrogène rose, mais on pourrait créer de l'hydrogène à bas coût si on avait donc ce serait de l'hydrogène rose à base de nucléaire qui pourrait créer de l'ammoniac. Si on avait aujourd'hui, on a une grosse facture d'importation d'ammoniac. L'ammoniac, on pourrait l'utiliser pour faire des engrais. On est déjà très fort en engrais, mais il y a des pays qui sont plus forts que nous. Et l'une des principales raisons, c'est qu'on n'a pas d'ammoniac au Maroc. Et donc tout ça, c'est des gros sujets énergie. Qui sont très reliés en plus. Qui sont ta très manière de le voir, linkés. c'est hyper intéressant. Ils sont très linkés les uns aux autres. Donc et en fait, c'est des vrais sujets à très fort impact pour le Maroc, à très 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 fort impact. Et en fait, c'est des sujets qui sont aujourd'hui laissés principalement aux institutions publiques, avec ce qu'elles ont d'actifs et de passifs. Elles ont, et ce que je pense, c'est que c'est très difficile de financer ce genre de start-up. Hein. Aux États-Unis, ça se fait très bien, mais ils ont un environnement du capital risque qui n'est pas du tout celui qu'on a. Mais si on arrivait à mettre de la start-up qui adressait ces sujets-là, je pense que ça serait hyper complémentaire avec, que ce soit même pour le militaire aussi d'ailleurs, mais ça serait hyper complémentaire avec les grosses institutions qui traitent ces gros sujets-là. Parce que la start-up, elle amènerait très certainement beaucoup d'agilité, beaucoup d'innovation, beaucoup d'exécution très forte pour aller vers la concrétisation de choses concrètes qui produisent du résultat sur le marché. C'est un sujet hyper intéressant dont on ne parle pas beaucoup, je pense. Ouais. On parle beaucoup de sujets, mais ça, pour le coup, c'est vrai que c'est des sujets à très, très, très fort impact. Ouais. L'énergie. Le truc qui me drive, c'est quoi le minimum de distance entre le développement du Maroc et ce que je peux faire. Et moi, les deux sujets qui ressortent, c'est ces deux-là. Il y en a évidemment un troisième, c'est l'éducation, mais pour celui-là, je ne pense pas être très compétent. Il faudrait que tu reçoives Youssef Saadani, l'excellentissime Youssef Saadani, qui est très fort sur ces sujets-là. Excellent. Tu m'as parlé d'histoire aussi, tout à l'heure. Ouais. Pourquoi tu aimes l'histoire et je sais pas, c'est quoi ta période préférée? Alors, c'est un peu bizarre parce que c'est une période dégueulasse, enfin, une période vraiment horrible. C'est la Seconde Guerre mondiale. Ok. Bon, il n'y a pas que cette période-là, mais c'est une période qui a la particularité d'avoir shapé le monde dans lequel on vit. En fait, ce qui m'interpelle immensément dans l'histoire, c'est à quel point les événements du passé ont un impact sur le présent qu'on vit aujourd'hui. C'est ça qui me fascine.
Parce que ça te donne une compréhension des événements actuels. Ça te donne une compréhension des événements actuels. Et ça te donne une profondeur aussi pour même te projeter Ouais, dans le futur. absolument. Et même pour l'amoureux du Maroc que je suis, quand on sait qu'on est le peuple qui a fait la marche verte, qui a fait l'indépendance, qui a fait la bataille de Oued el Makhazine, qui a fait tellement de choses. C'est le fil rouge qu'on arrive à tirer de l'intégralité de ces événements-là, quand on les regarde chacun les uns successivement aux autres, on a une compréhension de la sociologie des Marocains qu'on voit autour de nous aujourd'hui. Je trouve ça. Est-ce qu'il y a un fait historique du Maroc qu'il faudrait que je regarde, sur lequel il faudrait que je me renseigne, et les gens qui nous écoutent aussi, que tu conseilles de regarder, de creuser, parce que tu penses que c'est intéressant et ça donne une clé de compréhension de la société marocaine. Plus qu'un fait historique, moi je dirais des personnes. On a des héros au Maroc qui sont méconnus. Je prends un exemple concret. Un monsieur qui est décédé aujourd'hui qui s'appelle, je crois que c'était Hassan El Mardi, son prénom. Le Mardi, je suis presque sûr. Mais c'était un aviateur qui a fait la guerre donc la guerre avec le Polisario, qui a été fait prisonnier par le Polisario, qui s'est enfui du Polisario, à pied, en courant, pendant la nuit. Il a fait 80 km en une nuit. Et il est revenu au Maroc. Ça, c'est des histoires qu'on ne connaît pas assez, qui sont absolument fantastiques. J'ai plus son nom en tête, mais un autre qui a été prisonnier pendant des décennies chez le Polisario, qui a fait ensuite quelques interviews, qui est décédé récemment. Quand on l'entend parler, j'aurais voulu le connaître personnellement, parce que quand on l'entend parler, d'une part, le patriotisme ressort à chacun de ses mots, et on voit la personne exceptionnelle que c'est. Et pas aigri malgré tout ce qu'il a dû subir pendant ces années d'emprisonnement, etc. Et c'est des personnages qu'on ne connaît pas assez au Maroc. C'est des gens qu'on ne connaît pas assez, et pour certains d'entre eux, ils sont encore là. Heureusement, aujourd'hui, qu'il y a un peu de YouTube, etc., qui permettent de toucher un peu du doigt ces sujets-là. Mais sinon, on ne les connaît pas assez. Passionnant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années ? Le succès d'Oufar. D'être heureux, de continuer à avoir la famille autour. Je pense, moi, de mon point de vue, la valeur des valeurs, c'est la famille. Et de réussir à faire des choses qui ont un impact réel sur le développement du pays. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé ? Il y a plein de sujets dont on n'a pas parlé, mais je pense que ceux qui étaient les plus intéressants, je pense qu'on les a abordés. Magnifique. Smaïl, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. C'était passionnant, honnêtement, vraiment hyper intéressant. Merci beaucoup pour toutes tes réponses et de nous avoir raconté ton histoire, et pour tous les conseils, les insights et tout. Je pense que tu as vraiment une vision intéressante et profonde, tu vois, du Maroc et même des interconnexions entre des sujets parfois auxquels on ne pense pas. Donc merci. J'ai pris beaucoup de plaisir à les partager. Merci à toi de m'avoir reçu. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.